Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de On a tout vu. Bonjour. Et personne ne... Bonjour. On n'y était pas. Allô. Je dois trop regarder mes notes en mode « Oh bordel, c'est vrai qu'il y a un trigger warning !» dans la série qu'on a vue aujourd'hui, il y a plusieurs trigger warnings. Notamment, on va vous parler d'organes génitaux qui sont à l'extérieur des gens apparemment. On va aussi vous parler. J'en peux déjà plus. Ah oui, ça commence bien du tout. On va aussi vous parler de langage alien qui sont hyper fluctuants. Parfois ils parlent anglais, parfois pas, ils parlent pas anglais. Oui, c'est Ça vrai. dépend. Mais il y a des faux dieux qui aspirent les âmes aussi. Oh là là. Oui. De quelle série va-t-on bien parler? Tu veux pas la refaire? Tu veux pas la refaire? Franchement, c'est de laborieux. Je suis donc accompagné, comme d'habitude, d'Agathe / Monica Folden. Salut, comment tu vas, Morgane? Mais ça va très bien. Et nous avons également Niléane. Oui, moi, salut, ça va. Moi aussi, je vais bien, mais c'est pas grave. Parfait. Personne te demande. Est-ce que quelqu'un t'a demandé si tu Bah allais non, bien? mais c'est pas grave. Je ne crois pas. Bon, bah tu réponds. Mais elle pense qu'à elle, en fait. Morgane, est-ce que tu es toujours scénariste / réalisatrice? On vient d'enregistrer le trailer que vous avez dû entendre il y a, mon Dieu, 1 mois et demi déjà. D'ailleurs, merci à tout le monde de l'accueil de ce podcast. Oh, ça fait tellement plaisir. Vous êtes Ouais, tellement j'ai adoré. nombreux. Surtout Jean 23. Je sais. J'ai adoré son commentaire à lui. Jean 23, t'es un vrai. T'es le seul, tu entends, on fait ce podcast pour toi. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler... Donc c'est moi qui ai choisi la série cette fois-ci. Oui, Ah sans mon deck. Dieu, et c'est drôle parce qu'il n'y a que toi cette fois-ci qui l'a vu. Nous, on l'a pas vu du tout. Avec Niléane, on est paumés. Et donc, dans le premier épisode et dans le second, il y avait qu'une seule personne qui l'avait pas vu. Là, t'es toute seule pour gérer l'histoire et comprendre ce qui se passe et nous expliquer tout. On Tu te attend rends compte de du questions, poids que tu as sur Morgane. les épaules, Morgane? Je me suis mise dans un petit pétrin. Tant de questions. On vous parle bien évidemment de Stargate SG1 qui est une série qui est sortie 3 ans après le film de Roland Emmerich, sorti donc en 94. La série est sortie en 97. Elle a duré exactement 10 saisons. Au départ, elle devait en durer que 8. Et il y a eu 2 spin-offs qui sont Atlantis et ensuite Universe. Il y a aussi 2 autres petits satellites qui sont Stargate Origins et Stargate Infinity, je crois, qui est un dessin animé / animé. Bah, taper Stargate dans une recherche sur un service de streaming, c'est infernal. Il y a vraiment il y a 1 milliard de séries qui sortent. Et elle détient le record de la série de science-fiction la plus longue sans arrêt, parce que c'est Doctor Who qui, pour le coup, est la série de science-fiction la plus longue. Je ne sais pas si un jour on réussira à faire Doctor Who, parce qu'elle se terminera jamais, cette série. On pourrait le faire avec l'ancienne série. Ah oui. Avec l'épisode noir et blanc, puis peut-être le film des années 90, ça serait marrant. Ce serait pas bête du tout. J'ai une première question pour vous, puisque vous avez regardé l'épisode pilote qui s'appelle Enfants des dieux. Cet épisode arrive du coup 3 ans après le film, et il y a beaucoup de références au film Stargate. Donc on va faire un premier segment qu'on a jamais fait encore sur On a tout vu, mais qui est le Previously On. Voilà. Mais Du c'est coup, incroyable! Previously on Stargate, est-ce que vous pourriez me raconter, basé sur l'épisode que vous avez vu, quelle est l'histoire du film Stargate? Alors, je me lance. Ok, vas-y, Je vas-y. sens que Niléane est totalement est perdue dans ses réflexions. Dans la série qu'on va voir, celle qu'on a tout vu, on a tout vu la série de Stargate SG1. Il y fait plusieurs fois question de l'arche et comment est-ce qu'on la trouve et comment est-ce qu'on l'enterre, etc. Donc, à mon avis, dans le film qui s'est déroulé juste avant, on doit avoir trouvé l'arche qu'on va utiliser dans cet épisode pilote. Le portail, du coup. Ouais, oui, bah, Ok. le Stargate, quoi. Oui, pour moi, l'arche, c'est le truc dans Indiana Jones. Ah, mais oui, alors, c'est mais c'est vrai. parce que je confonds beaucoup les deux. Enfin, je trouve que Stargate SG1 et Indiana Jones se ressemblent beaucoup, je trouve. Non, mais dans le film, moi je pense dans le film, Jack, le colonel infernal dont on va reparler, et ben c'est le premier à passer dans le Stargate. Il raconte comment il a sauvé. Enfin, le film, ça raconte comment il a sauvé la planète à l'autre côté, à l'autre bout du portail, et ils ont éliminé Ra. Voilà, ça c'est ce qu'on comprend. Voilà, exactement. Voilà.
Et donc, on a dû voir que son pote, le nerd binoclo, lui, il est resté derrière et ça a dû être un moment hyper émouvant en mode non, je vais te laisser là, Daniel. Oui. Enfin, je vais te laisser là, Jack. Moi, je vais rester ici avec les Égyptiens de l'espace. C'est ça Oui, qui c'est s'est ça. passé. Oui, parce qu'il y a un petit détail qu'on n'a pas dit, c'est que tout se passe dans une mythologie très égyptienne. Mais on n'a rien dit pour l'instant. Mais oui, Morgane. mais tu nous demandes. Là, on a résumé un film qu'on n'a pas vu. Donc, super. Ce n'est pas le podcast sur lequel nous avons signé. Et du coup, est-ce que vous pourriez me résumer en quelques lignes l'épisode que vous avez vu? Oui, c'est un épisode où il décide de repartir à travers le portail pour... pourquoi déjà? Ah oui, parce qu'il y a des Égyptiens de l'espace, ils sont revenus, les méchants. Ils sont revenus et ils tabassent les gens à travers les portails. Et du coup, il faut repartir pour aller trouver ce qui se passe. Voilà, en gros, c'est ça. Oui, Voilà. Et on retrouve le binoclard qui était resté dans le film, qui était resté sur la planète à l'autre bout du portail. Moi, je suis très étonnée parce que je connaissais pas du tout Stargate et je suis très contente, Morgane, que tu nous aies fait découvrir enfin cette série parce que récemment, j'ai découvert Star Trek. J'ai découvert Doctor Who il y a plus de temps que ça. Et je pense que c'est bon, j'ai enfin la trinité, comme on dit quand il y en a 4. Mais c'est bon, je les ai enfin tous vus. Spécialement Stargate, j'aurais vraiment vu tout SG1 et c'est super. Et en fait, j'étais super étonné parce que ça commence avec des gars qui sont en treillis et en costume militaire et tout. Et je pensais pas que ça se passait du tout dans un univers militaire et ça m'a super étonné. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu comme Call of Duty, c'était un des outils de propagande de l'armée. L'armée américaine a beaucoup, beaucoup travaillé dans la production de Stargate pour s'assurer que tout était carré, qu'on avait les bons... Là, c'est sûr, c'est bien carré, effectivement, avec des Égyptiens de l'espace qui viennent tuer des militaires Ouais, l'armée doit être contente du résultat. Je trouve. Elle doit être contente, dis donc. C'est parce qu'on ne vous dit pas tout. Effectivement. On est d'accord, il y avait vraiment une référence très Illuminati à cette série. Hein. C'est pas moi qui l'ai regardée. En fait, cette série, c'est vraiment toutes les théories du complot en un seul. Du coup, effectivement, comme tu le dis, on commence première scène avec des officiers qui sont en train de jouer aux cartes. La porte des étoiles est sous une bâche. De piscine. Non, on est dans un hangar d'une base militaire. C'est ça. Et ils sont en pause. Et soudain, ça tremble. Ça tremble? Non, c'est la bâche qui bouge. Oui, tout tremble. Mais je trouve ça très drôle parce qu'au début, elle est en mode attends, vous avez vu, ça a bougé? La zouze parce qu'il y a une seule zouze qui est en train de jouer aux cartes avec les autres. Et ça, c'est très important. Elle dit, regardez, vous avez vu, ça a bougé. Et personne ne la croit. Et effectivement, à un moment, il y a un plan incroyable où derrière elle, on voit la bâche qui fait wouh, genre vraiment, il y a un fantôme. Il y a un fantôme derrière la bâche. C'est vraiment super cheap. Parce que moi, j'imagine le figurant qui est sous la bâche et qui fait ça au signal. Qui fait ça avec la main, un truc qui bouge la bâche, quoi. Bref. Et moi, cette zouze, en fait, je pensais qu'elle ce serait un peu la seule intelligente du groupe. D'ailleurs, je pensais que c'était les personnages principaux. Mais en fait, on les revoit plus jamais, c'est Gus. Oui, c'est un peu triste. Et ça me rassure parce qu'ils avaient vraiment aucune personnalité. On la revoit elle, mais... On la revoit elle. Mais donc, ils se retrouvent... ils sont tous un peu cons, sauf la zouze qui se lève et qui va regarder ce qui se passe parce que la bâche, du coup, il y a un peu un courant d'air. Et soudainement, il y a une sorte de vortex qui s'ouvre et il y a une sonde envoyée depuis l'arrière du portail qui se pose juste devant comme ça. Et là, elle le touche. Elle touche la sonde et je me suis dit, ok, elle aussi est très conne. Donc, il n'y a vraiment personne de malin dans la... Et donc, tu nous dis que c'est bien validé par l'armée américaine. Ça, alors, moi, j'ai une théorie là-dessus. C'est que l'épisode s'appelle « Enfant des dieux ». Et les autres lui crient « N'y touche pas, n'y touche pas ». Et elle le prend. Et cette petite sonde a une forme assez circulaire. Et pour moi, il y a un imaginaire très biblique de Ève qui récupère la pomme. Et qui a un espèce de côté de elle fait le péché originel. Et c'est ça qui lance toute la problématique. Et le fait que l'épisode s'appelle « Enfant des dieux », il y a une question de qui sont les enfants des dieux. Est-ce que c'est les humains ? Est-ce que c'est le truc plus littéral de, à un moment donné, il va y avoir discussion des enfants des dieux? Mais il y a une question un petit peu de à quel moment on a pris la pomme, en fait. Et au moment où elle prend la petite sonde ronde, c'est là que les méchants arrivent d'un coup avec des têtes de serpents.
Des Comme pharaons de Ah oui. l'espace. Non, bah non, non, le serpent comme le tentateur de Ève qui lui a dit vas-y, Ah, prends la d'accord. pomme. En fait, je refuse d'accepter que ce soit si intelligent que ça. Ah oui, je suis d'accord avec ça. Mais effectivement, oui, c'est des Égyptiens de l'espace. Attends, mais qui est Adam? Qui est Adam dans cette histoire? Est-ce que c'est le général? C'est le chauve. Moi, je l'aime beaucoup, le général. Qui a un accent texan comme pas possible. Bon, pardon, désolé, on se disperse, mais donc il y a des aliens en tenue de... c'est une sorte d'armure de l'espace avec une tête de serpent, mais c'est comme les dieux égyptiens, en fait, qui ressemblent à un serpent. Et donc, direct, il la prend en otage. En fait, ça fait même pas 40 secondes que la série a commencé et c'est déjà la merde. Et il y a une phrase enfin, l'un des aliens qui, a priori, c'est le plus doré de tous, donc on s'imagine que c'est le chef, dit une phrase qui sera beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisée comme on l'a vu dans toute cette série, qui tient Bah oui, bien juste sûr. en un mot, qui est Jaffa crie. Voilà, crie. Ils disent tout le temps crie. On ne sait pas ce que ça veut dire. Et c'est bien, c'est un mot comme ça qui est. C'est les aliens dans le MCU. Oui, effectivement. Mais c'est vrai. C'est tout est connecté en fait. Marvel n'a rien inventé. Bon, à ce moment-là, dans la scène, il y a un sous-titre, quand tu mets en sur malentendant, c'est écrit juste yelling. Les gens hurlent. Et les militaires meurent. Voilà. Les pauvres militaires. Mais c'est très marrant parce qu'on voit tout de suite le militaire qui saute sur son arme et qui fait ta 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 et qui réfléchit pas du tout, qui essaie pas de comprendre. Attends, il y a des aliens d'un coup, c'est quoi le bail? Mais en fait, ce que tu me dis, Morgane, c'est que visiblement, ils avaient déjà eu un film dans lequel ils présentent qu'il y a une arche qui envoie vers un monde alien. Alors pourquoi ils sont étonnés d'avoir des aliens en fait qui sortent de cette arche? Bah, en fait, ce qui est dit au début par ces 4 personnages qui n'ont pas été vus dans le film, c'est qu'a priori, Et que j'ai pas écouté du tout. grosso modo, c'est un peu une punition d'être là. Ils surveillent un truc, ils savent pas à quoi ça sert. Ils savent juste que ça coûte des milliards de dollars. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est un peu la punition. Donc en fait, on nous présente des gens qui sont pas très fut a priori, qui ont pas envie d'être là, qui jouent au poker, et puis soudain, quelque chose s'active et ils savent pas trop de quoi ça s'agit, quoi. C'est un peu humiliant parce que c'est la première scène du premier épisode, j'aurais dû comprendre ça, mais c'est pas grave. Non, mais moi j'ai pas compris, ça va. Ça va, je me sens pas humilié parce que j'ai pas compris. Voilà, c'est tout. Du coup, les aliens capturent la jeune femme, partent avec à travers le portail, et on a effectivement un général qui arrive, qui s'arrête pile là où la caméra va s'arrêter pour avoir un gros plan de lui. Il est trop bizarre ce plan d'ailleurs, on en parle. Parce que bon, clairement, il y a une grue qui passe à travers le portail. En vrai, c'est impressionnant, mais en même temps, c'est un peu bizarre. Bah, tu sens que c'est calculé, en fait, c'est ça le problème. C'est que tu vois qu'on lui a dit, alors tu t'arrêtes exactement là, on va faire le point sur ta tête, tu bouges pas et tu regardes dans le vide. Mais peut-être qu'on voit le gaffeur au sol, hein, pour lui dire de rester debout à cet endroit. Pour moi, il est rentré dans le plan, ce général, et je me suis dit, ça va devenir ce personnage un petit peu méchant, enfin, comment dire, un petit peu autoritaire, mais quand même qui a bon cœur. Parce que quand même, faut pas déconner, c'est l'armée américaine, c'est des gentils. Et là, on commence avec le générique. Ah, le générique. Au début, moi, je croyais que c'était les motifs qui sont autour du Stargate, parce que en fait, c'est très lent. On voit des motifs, j'ai pas d'autres mots que motifs. Des symboles, des gravures, voilà. Et ça bouge très lentement avec une lumière un peu dorée, un peu sombre. Et puis en fait, on dézoome et on voit que c'est le pharaon de l'espace. C'est une tête de Toutankhamon, un truc comme ça, quoi. C'est ça. Mais alors, moi, ce que je trouve cool, c'est que... Alors, c'est très vieillot, et la musique est très vieillotte aussi. Et c'était pixelisé quand je l'ai vu, ça devait être sorti en 480p à l'époque. Mais malgré tout, le fait de zoomer sur des objets un peu... assez lentement, c'est très très moderne dans l'approche Netflix. Tu vois, sur des séries comme Daredevil, Game of Thrones et tout, ils ont réutilisé ce même principe, et du coup, cette série, elle date de quand? Tu nous as dit le premier épisode 97. 97. Et moi, je trouve ça hyper moderne. Alors, la réelle est pas ouf, mais l'idée, elle est... Moi, ça me fait penser au générique de The Crown. C'est pareil, mais avec les bijoux de la reine, du coup. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est exactement la même intro que dans le film, mais avec un autre acteur à la place, puisque c'était Ra qu'on voyait dans le
dans le film, et là, c'est Apophis. Moi, je comprenais pas pourquoi il parlait de rats tout le temps. Il y a des rats, conduits, machin et tout. Je vous avoue que c'était pas clair pour moi. Je me dis, bah, mettez du ratisseur, ça va être simple. Mais en fait, apparemment, il était déjà mort, le gars, donc c'était pas ça l'histoire. J'ai pas compris. Bah, avertissement immédiat, C'est pas tout clair. le reste du temps, pour moi, c'est rat. J'ai compris que c'est pas lui, j'ai compris que c'est Apophis ou son frère, son neveu, j'en sais rien. Mais ils ont trop dit en mode non mais c'est rat, c'est pas possible, c'est rat et tout. Non, trop tard. J'ai give up sur savoir qui c'est rat, tant pis. Fallait arrêter de le dire. Je pense qu'il faut un master en hiéroglyphologie pour comprendre cette série, à mon avis. Je vous jure, hein, c'est vraiment toute l'histoire est basée sur les dieux égyptiens. Et pourtant, alors, attends, mais c'est que le premier et dernier épisode ou c'est vraiment toute la série en fait? Ça, j'ai pas compris. Est-ce qu'on rencontre Isis et machin Oui. Ah bah dans oui, la- il y a- ah oui, catastrophique. on rencontre Osiris, on rencontre Ah là là. beaucoup. Après, il y a des dieux d'autres mythologies. Ah bah super, notamment s'il y a d'autres dieux, c'est mieux. De temps en temps, il y a un petit changement. Mais c'est Parce qu'il y a le principalement panthéon des grec de Égyptiens. l'espace, du coup, c'est incroyable. Ça me termine. C'est le pire lore de l'histoire. Désolé, je pensais que j'allais atteindre ce niveau d'exaspération à la fin, mais j'y suis déjà, tu vois. J'y suis déjà. Accrochez-vous, ce podcast va durer 4h30. Du coup, après, on va chercher Notre personnage principal, notre personnage principal. Voilà. que j'ai appelé Descartes de Blade Runner, fusionné avec Ah Indiana oui. Jones. Donc j'ai totalement appelé Harrison Ford parce que vraiment ça pourrait mélange être le lui. personnage Ça d'Harrison pourrait Ford. être ce Harrison Ford. personnage. C'est vrai. Je pense qu'il aurait dû être casté pour cet acteur. Il était un peu trop cher, donc ils ont pris quelqu'un de mais, Bah surtout, c'est très perturbant parce que l'acteur du film qui joue le même rôle n'est pas le même. Ils ont changé d'acteur entre les deux. Et le premier acteur, c'était Kurt Russell, qui a un côté Ah oui. beaucoup plus militaire, un peu Schwarzenegger. Là, on n'est pas du tout sur ce même truc. Et effectivement, comme tu le dis, on est plus sur un truc un peu Descartes. Mais les autres persos, c'est les mêmes acteurs ou pas? Alors, si je dis pas de bêtises, il y a que 2 acteurs sur Abydos qui ressemblent, mais Kowalski ressemble beaucoup à l'acteur qu'ils avaient dans le film. Donc, Ok. il y a quand même un petit lien. Et donc on les retrouve. Enfin, il y a un cut générique après le générique où on se retrouve dans la nuit en haut d'une maison, celle de Descartes, et il y a un soldat de l'armée qui est perché à côté de lui. Et donc Moi, ce que j'adore, c'est qu'ils arrivent, ils sonnent à la porte, ouais. et il y en a un qui fait « Hey, attends, il y a une échelle !» Ok, et puis il monte sur l'échelle, et genre, je sais pas, vous attendez pas une petite réponse, vous appelez pas. Non, c'est genre « Hey, il y a une échelle, viens, on va sur le toit !» Et sur le toit, il y a effectivement Descartes. Et donc Descartes, il s'en balle un peu les couilles de ce qu'a lui raconté le soldat, parce que c'est en mode non mais le général veut vous voir, machin et tout, jusqu'à ce qu'on lui dit ça a à voir avec la Stargate. Et là, d'un coup, Harrison Ford a un regard choqué en mode et j'adore ce regard caméra, les yeux sont fixes, les yeux sont humides en mode oh mon dieu, on est dans la merde. Il revient à la base, il prend beaucoup d'ascenseurs. Genre, ils nous disent bien, C'est vrai. ils nous disent bien, il va bien. Ouais, un deuxième ascenseur. Et il y a allez. le militaire Nobody, il insiste dessus, c'est trop marrant parce que du coup, ils veulent vraiment que l'audience sache que c'est très profond. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il fait un petit flex pour lui répondre en disant « Oui, je sais, je suis déjà venu. » Ils essayent de bien te dire « Non, mais c'est le même mec, c'est le même mec. » Ben, on sent qu'on te mitraille d'infos sur le background de Harrison Ford et de toute l'histoire. Et moi, j'avais pas compris qu'il y avait un film avant, donc j'étais encore plus en mode ah ouais, quand même, vraiment, ils abusent. Et en fait, c'est trop quoi. À chaque fois, ils sont en train de faire. Est-ce que tu te souviens que ça, Ah, mais c'est horrible. raconte plein de background sur les personnages. On comprend C'est en rien. permanence à tout l'épisode. Mais en plus, plus ils le font, moins on comprend. C'est-à-dire, ils veulent nous expliquer et on comprend encore moins. Il faut qu'ils arrêtent de parler à un moment, genre vraiment. Arrêtez de dire des choses. Oui, mais non, c'est pas Ra, parce qu'en fait, Ra, on avait mis une bombe. Non, mais la bombe, elle était dans le vaisseau au-dessus et pas sur Terre. Ça devient vraiment insupportable. J'en peux plus, j'en ai marre. Ouais, bon, ok. C'est incroyable. Et donc, donc Descartes qui ne s'appelle pas du tout Descartes, on est d'accord, et qui n'est pas non plus joué par Harrison Ça me Ford, on est perturbe d'accord. énormément, d'ailleurs. Harrison Ford, il va voir le général et le général lui dit viens, on va voir la morgue. Et à la morgue, il tombe sur
ce mec qui est mort tué par les serpents. Enfin, du coup, non, mort tué par les militaires. C'était un des serpents. Ah, c'était un des serpents. J'avais pas compris ça. Oui. Oui. Parce que du coup, il a une grosse croix sur le ventre. Oui, il a la poche alien. Il a une espèce de poche marsupiale. Ouais. On sait pas exactement à quoi ça sert, mais il a pas de nombril, quoi. Et ils ont son arme incroyable, sa perche qui tire des missiles laser. Et moi, je vous avoue, je me suis pas trop préoccupé de la scène. J'ai pas compris ce qui se racontait parce que je matais les pecs du mec qui était mort. Très bien. Et vous allez me cancel de malade juste pour ça. Bah, sachant qu'il y avait une croix dans son. Et ça ne sera pas la dernière fois que je regarderai les pecs de quelqu'un qui est sur une table pour mourir de cet épisode. Ah, intéressant. Sachez-le. Le général lui dit, écoute, voilà, moi j'ai bien vu le mec, il avait des yeux qui brillaient, donc on pense que c'est Ra qui est revenu, puisque dans votre rapport, vous avez dit que Ra, il avait les yeux qui brillaient. Ouais, mais c'est pas Ra, donc c'est pas Ra. forcément la même personne. Donc, moi j'étais soulagé quand il a dit Ra, parce que je pensais que j'étais sur un trip raciste de faire ah putain, ça ressemble à des Égyptiens. Mais en fait, donc Ra, ok, c'était vraiment des Égyptiens. C'est pas moi. Ok, très bien, super. On est bon. Et du coup, le plan, c'est de faire du chantage affectif à Harrison Ford en envoyant une bombe nucléaire à travers la porte des étoiles pour détruire une bonne fois pour toutes cette planète, parce qu'ils ont des doutes qu'il a vraiment bien détruit la planète de l'autre côté, comme étaient ses ordres dans le film. Bah oui, parce que sinon, pourquoi est-ce que y aurait des gens qui reviennent derrière, quoi. Voilà. Et visiblement, il a quelque chose à cacher. Et donc, il se dit que c'est pas la meilleure des idées. Il leur dit que, en fait, il a laissé Daniel Jackson de l'autre côté, que même s'il l'aimait pas beaucoup, pour autant, il l'a pas Donc Daniel tué. Jackson, c'est le binoclard. Le petit nerd. L'intello, Voilà, il faut exactement. Le petit nerd. Qui apparemment se mouche beaucoup, puisque c'est Ah oui, c'est son vrai. caractère, c'est qu'il se mouche beaucoup, visiblement. C'est comme ça qu'il Van nous qui présente le disparaîtra personnage. totalement de l'épisode final. Ah ouais, non, cette caractérisation dure 20 minutes Oui. sur l'épisode. Non, mais encore une fois, c'est pour faire le lien avec le film, parce que dans le film, il passe son temps à éternuer et à se moucher. Donc c'était encore une tentative de dire, regardez, c'est la même chose. On raccroche les wagons. Voilà. Alors que Roland Emmerich, qui est le réalisateur, qui a aussi réalisé Independence Day et 2012, c'est lui. n'a jamais, C'est pour ça. Ok. n'a jamais voulu qu'il y ait une série de son film. Et donc, du coup, genre. Mais oui! Et donc, du coup, il a absolument pas participé à ça. Et donc, les producteurs de Stargate SG1 sont en mode genre, si, c'est la même chose, regardez, on est à côté. Et ils se photoshopent dans la photo, tu sais. C'est génial. Toxique. Absolument génial. Et donc, on apprend que finalement, Descartes n'a pas voulu tuer les Égyptiens de l'espace. Et il se retrouve en prison à cause de ça, parce que le colonel, forcément, il est pas content. Pardon, le général n'est pas content. Et donc, il se retrouve en prison avec ses deux collègues de l'époque. Alors, je sais pas si c'est les mêmes deux collègues de la prison, mais donc, ils s'appellent Kowalski et Ferretti. Et en tout cas, si c'est pas les mêmes acteurs, ils se ressemblent beaucoup. Et il se retrouve en prison, Ouais. comment ça? J'ai fait aucune recherche. Putain, Kowalski, j'ai vu sa gueule à Kowalski et j'étais en mode, lui, je vais pas l'aimer. Attends, mais pourquoi ils sont en prison? Et- Je suis perdu là. Ben parce que mais pourquoi ils sont en prison? Mais parce qu'en fait, il a désobéi à un ordre direct il y a 10 ans, quoi. Du coup, Descartes, du coup, il s'appelle O'Neill. Son vrai nom, c'est Jack. O'Neill. Jack. Oui. Oh. Tu sais, il est dans une espèce de. Enfin, il le garde dans une. Alors, ça ressemble pas beaucoup à une cellule de prison, mais il est. Putain, j'avais pas compris, ils étaient en prison Il en fait. l'enferme avec ses deux potes, quoi. Je pensais qu'il allait prendre un café Mais avec je sais lui. pas, je pensais qu'ils dormaient là, quoi. Je sais pas. Ah, Non, d'accord, ok. ok, très bien. Vous avez désobéi à un ordre direct. On vous réembauche. On vous héberge. On n'a pas- Ok, d'accord. Bon. Mais finalement, le général est en mode bon, il y a combien de personnes sur cette planète? 5000. 5000, ce qui est pas énorme pour une planète, hein, on Ah, va ouf. pas se mentir. Hein. Donc ça Même va. pour une ville, c'est pas Ouais, ça énorme. va. Moi, j'aurais dit pas 5000. C'est bon, ça va. Surtout pour empêcher quelqu'un de tuer la planète entière, quoi. Genre tu dis pas 5000, tu dis il y a Il faut 1 million de exagérer, quoi. personnes. Il faut dire des choses. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'avec Kowalski, il lui fait « Mais ce gosse sur Abydos, donc le pays, tu te rappelles que tu lui as sauvé la vie ou je sais pas quoi ?» Et c'est la raison pour laquelle on en prend tous pour le... D'ailleurs, c'est secret comme truc, hein, n'est-ce pas, O'Neill? Et O'Neill, il fait « Oui, bien sûr. Et tu te rappelles que ce gosse...
c'est en référence à mon propre enfant qui est mort également. Et en fait, il se raconte c'est tellement téléphoné. Et en fait, Morgane, ce serait toi qui devrais nous le dire, mais c'est un trope qu'il ne faut pas faire en fait dans les séries. Il y a un truc qui s'appelle show don't tell. Ça veut dire montre et ne raconte pas dans les Exactement. séries. Et attends, putain, je t'ai volé Mais ton. oui, tu m'as volé ma petite minute. Attends, je te mets ton jingle. Vas-y. Ceci est la Minute Culture Cinéma par Monica Folden. Ah bah voilà, donc le show don't tell, c'est le truc qu'il faut pas faire. Les seuls qui ont le droit de faire ça, c'est Star Wars, qui au début de l'épisode te mettre un énorme pavé de texte pour t'expliquer le contexte. Mais la règle de show don't tell peut être contrée avec la règle du rule of cool. Si c'est stylé, on a le droit de le faire. Oh, Ah, ok. je ne connaissais pas la rule of cool. Et donc le show don't tell, par exemple, l'exemple le plus classique, c'est dans The Lord of the Ring, Le Seigneur des Anneaux, où tu as un quart d'heure de présentation de l'intrigue au début de chaque épisode, mais on n'est pas sur un écran noir et on te dit des choses, ou des gens qui parlent dans une pièce vide en fait. On te montre les choses, tu vois les personnages dont on parle, et c'est bien monté, c'est bien cuté, il y a de la musique, etc. Et c'est ça qu'il faut faire. Documentaire, je trouve, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est ça qui est cool. Oui, Ouais. grave. T'as envie d'y croire, t'as envie de te dire c'est vraiment le monde. C'est ça. Du coup, il décide de ne pas envoyer la bombe nucléaire et d'essayer de contacter la planète Abydos. Et O'Neill / Harrison Ford a une idée, c'est de Ah, c'est prendre génial. une boîte de mouchoirs. Ah oui, ça. Parce que il a des allergies. Oui. Parce que Vous comprenez, N'importe hein? quoi. Clin d'œil, clin C'est d'œil. n'importe quoi. moi, j'avais pas compris du tout. Et du coup, il lui envoie le paquet de mouchoirs à travers la porte des étoiles pour s'assurer que derrière, il y a bien Daniel qui est toujours là. Et là, il y a un petit truc moi que j'adore, c'est qu'il y a l'espèce de GPS de l'espace Ah oui. où on voit, il y a une sonde qui suit Sur du l'objet plexiglas. de la planète Terre. Oui, sur du plexiglas. Et c'est oufissime, vraiment genre oufissime. On dirait Uber Eats de l'espace. Le truc, tu vois le truc arriver et boum, c'est bon. Voulez-vous laisser un pourboire à votre Uber de l'espace? Mettez 5 étoiles. Oui. 5 étoiles à neutrons. Et du coup, il y a une des premières blagues, parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a un certain humour très cynique dans cette série, ou en tout cas, je sais pas si cynique c'est le mot, mais il y a un côté un peu sarcastique, pince sans rire, surtout incarné par le personnage de O'Neill / Harrison Ford. Encore une fois, c'est la même chose que pour du Descartes ou du Indiana Jones. Totalement. Et il y a quelqu'un qui lui dit non mais si jamais il n'y a pas Daniel de l'autre côté qui récupère les mouchoirs, qu'est-ce qui se passe? Et il se tourne et il fait j'imagine que les aliens sont en train de se moucher à l'heure où on parle. Et je dois avouer que moi, ça a été le premier rire d'une grande série. Ah ouais, d'accord. Et donc, la boîte de mouchoirs revient plusieurs minutes après, et elle est vide cette fois-ci. Il y a marqué « Merci, envoie-moi en plus STP ». Et c'est là que je me suis dit, on dirait vraiment un épisode de Doctor Who, et je m'attendais à ce que Christopher Eccleston sorte du portail à un moment, en fait. Ça ressemble vraiment à une intro de Doctor Who. Mais tellement! J'y avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai qu'il y a un... Moi, ça m'a fait juste me dire, mais s'ils peuvent s'envoyer du texte, pourquoi il a pas envoyé du texte? Ah oui, c'est parce qu'il voulait faire une vanne, oui. que ce soit... Oui, c'est ça, rule of cool, encore une fois. Et donc, à ce moment-là, on sait que derrière le portail, il y a notre ami Daniel. Et donc, la chose qu'ils vont faire, c'est faire une réunion. Oui. Ils vont pas traverser le portail, ils vont faire une réunion. C'est l'armée, hein. Mais on voit pour la première fois O'Neill en uniforme, et je dois avouer, moi, les uniformes, ça me fait... Tu vois, toi, c'était les pectoraux, moi, c'est les uniformes. Et de le voir tout propre, tout beau, avec son bel uniforme bleu nuit, j'étais là genre, vas-y, très bien, brief-moi. Oh putain de merde. Je trouve qu'en 3 épisodes, du coup, ça en fait 6, 5. Je trouve qu'on a découvert un truc qui est que quand on regarde le premier et le dernier épisode, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage, et du coup, on est beaucoup plus critique et presque objective sur ce qui se passe à l'écran. Alors que toi, du coup, tu l'as vu pendant 10 épisodes, 10 saisons et tout, donc tu l'adores, O'Neill, c'est toute ta vie, alors que nous, on l'a trouvé un peu en mode, ouais, c'est bon, quoi. Vas-y, pète un peu, détends-toi, quoi. Mais du coup, je crois qu'à ce moment-là, il y a déjà des vannes où il a un mépris total pour les scientifiques. Totalement. Et ça m'énerve.
c'est pas drôle, ça ne me fait rire personne, à part Morgane. Ça ne fait rire personne. J'en ai marre. Non, alors que les choses soient dites, ces blagues-là sont effectivement catastrophiques. Je te rejoins tout à fait sur la Très question quand il parle des Tu te scientifiques. décancelles. mais on va arriver au pire que des geeks, puisque cette fois-ci, une femme arrive. Ah mon Dieu. Non, une femme. Le docteur / capitaine Samantha Carter entre dans la scène. Tout doit arriver du Pentagone. Qu'on appelle Sam au début pour faire croire qu'en fait c'était un mec et ben non, c'était pas un mec et du coup tu sens que ça pose problème. Il y a un espèce d'échange un peu chelou entre elle et O'Neill sur ses qualifications sans que ça le dérange d'avoir quelqu'un qu'il ne connaît pas. C'est très drôle parce qu'il commence à parler de G.I. Joe en mode on va se foutre de ta gueule et ça part en. Il y a genre du lore de G.I. Joe qui est diffusé dans ce pilote. Parce qu'en fait elle répond qu'en fait non, elle préférait jouer avec une autre poupée qui était une poupée astronaute parce que construction de personnage, comprendre qu'elle aime les étoiles, etc. Et en fait, les deux autres sont en mode genre, ah ouais, mais j'adorais. En plus, il avait un petit jetpack et tout, et ça commence à parler, poupée. J'ai l'impression que c'est une conversation qui aurait bien voulu être interrompue par quelqu'un. Ça aurait été bien que quelqu'un dise, ouais, bon, ça suffit. Bah, surtout que tout se passe devant le général qui ne dit rien, quoi. Qui est en mode genre, ok, le général, allez-y. Il pourrait dire, non, mais vous vous rappelez les espions de l'espace qui veulent nous tuer ou pas? Et là, Carter sort une phrase par rapport au sexisme ambiant. Cette phrase a fait beaucoup débat parmi les fans de Stargate et l'actrice elle-même a trouvé cette phrase catastrophique, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de retcon et notamment à un moment donné, ils ont ressorti l'épisode pilote en coupant toute cette partie-là. Sans déconner. Le ton monte avec O'Neill qui arrête pas de lui dire non mais vraiment, enfin vous avez l'air de pas savoir de quoi vous parlez. Et je vous veux pas dans mon équipe. Exactement. Et elle lui répond. And just because my reproductive organs are on the inside instead of the outside doesn't mean I can't handle whatever you can handle. Du coup, Carter fait sa femelliste et explique que si ses organes reproducteurs sont à l'intérieur et pas à l'extérieur, ça ne veut pas dire qu'elle peut faire moins de choses que les gens qui ont des organes reproducteurs à l'extérieur. Mais pourquoi ça J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Pourquoi ça posait problème, ça? Je voulais vous poser la même question parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, j'ai vu beaucoup passer le fait que cette phrase posait énormément de problèmes. Et même au point que dans le dernier épisode, vous verrez, il y a un espèce déjà de mini retcon puisqu'on revient sur la phrase à un moment donné. Faudra écouter l'épisode 6 de notre podcast pour le savoir. Mais je fais un petit peu de teasing en plein milieu de l'épisode. Mais moi, je suis d'accord. Je trouve qu'au contraire, ça pose le personnage. On sent que c'est une ambiance très masculine et elle se pose clairement en disant le problème c'est que je suis une femme, vous voulez pas l'assumer, et ben moi je vais l'assumer pour vous. Moi je trouve que c'est un peu #girlboss. Mais je voulais avoir votre avis. Mais du coup ça a été coupé dans certaines versions. Exactement. En fait, une fois qu'ils ont fini la série, ils ont ressorti l'épisode pilote avec des meilleurs effets spéciaux, etc. Et ils ont complètement coupé ce passage-là pour. Ouais, je pense qu'elle remet le débat sur quelque chose de matériel, sur quelque chose qui a l'air futile quand elle l'explique comme ça. En fait, elle dit finalement, en fait, la différence dont vous parlez, elle n'a pas de sens. C'est un argument par l'absurde et je le trouve très bien cet argument. Bah, je suis contente de voir que c'est validé par. Moi, je suis d'accord qu'on coupe, mais juste parce que c'est trop long les dialogues. mais sinon, ça va. La phrase est bien. Voilà. Cool. Du coup, on fait toute une équipe pour expliquer ce qui se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le docteur Carter, elle est là parce que elle a étudié la Porte des Étoiles. On nous explique qu'elle n'était pas dans le film parce que à ce moment-là, elle était, on ne sait pas trop exactement, mais elle n'était pas là, quoi. Et elle fait l'une des premières références à une autre série parce que Stargate est très référentiel. It took us 15 years and 3 supercomputers to MacGyver a system for the gate on Earth. Il nous a fallu 3 ans, 15 super ordinateurs, ou 15 ans et 3 super ordinateurs pour MacGyverer ce genre de choses. MacGyver, c'est donc une série qui a été produite par l'acteur principal, Richard Dean Anderson. Sérieux ? Qui est MacGyver. Là, on ne le reconnaît pas parce qu'il n'a pas son mulet, mais l'acteur principal de Stargate, c'est MacGyver. Oh mon Dieu. Et donc, le flash. Dans l'épisode pilote, il y a déjà une auto
je sais pas comment dire, mais bref, Une autoréférence. il s'auto-référence. Et c'est le début de plein de choses. C'est-à-dire que dans Stargate, comme on l'a vu dans tous ces épisodes sur ces 10 saisons, il y a énormément de références. MacGyver, beaucoup des Simpsons aussi. C'est pas le genre de chose qui va faire changer ma note à la fin, mais c'est quand même Ouais. plutôt sympathique à La savoir. petite anecdote. Je te remercie, Morgane. Voilà, ah non, j'ai pas mis mon Petit jingle. Bref. Donc il passe à travers le portail et il y a un petit effet, il y a un FX et c'est d'abord le générique de BBC One, ensuite c'est l'hyperspace de Star Trek Next Generation et ça se termine par le générique de Doctor Who saison 1. Ah, tu veux dire quand il passe dans le portail? Dans le portail. Oui. Ouais, c'est ça. C'est très très bien résumé, j'aurais pas fait mieux. Et il se retrouve du coup face à Milo de Atlantide, le film de DreamWorks. Mais c'est vrai. Oh la vache. Mais oui. Putain, c'est tellement lui. Oh la dinguerie, le crossover. Waouh, mais oui. Qui est donc en fait Daniel Jackson, voilà, qui est le nerd parce qu'il a des lunettes et c'est comme ça qu'on le distingue du personnage principal. C'est la seule chose qui le distingue en termes de chara design. Non, il a des cheveux plus longs. On revient sur la coupe de cheveux des années 90. C'est vrai, t'as raison. Et donc O'Neill est face à lui, face à Daniel, et puis du coup il s'approche de Daniel et il le ghost complètement pour aller saluer du coup un mec qui est juste derrière lui, enfin un gamin, qui est donc visiblement, on le comprend du contexte parce qu'on n'est pas trop bête, son fils spirituel qui l'accompagnait quand dans le film, du coup c'est ça, et donc il s'appelle Scara, Oui. et qui a donc une perruque beaucoup trop grosse pour lui, le pauvre. Ouais, c'est une dinguerie, ces cheveux. C'est vraiment une énorme dinguerie. Ah non, mais il y a un truc capillaire. Il y a un problème dans de cette série, proportion. c'est clair. C'est bon, ok. Donc Daniel, en fait, il a vécu sa vie pendant 10 ans, c'est ça? Combien de temps c'était? Non, il est juste resté une année. Il année. s'est passé Ah, une c'est année passé entre le qu'une film année? et la série. Non. Mais j'ai l'impression que c'était il y a Mais- 10 ans. D'accord. Le mec a vraiment genre créé une civilisation et est devenu le chef Le d'un patriarche. empire, ouais, une sorte de patriarche blanc, avec que des Égyptiens autour de lui. Il s'est trouvé la meilleure meuf. Ouais, il se fait French kiss direct. Ouais, elle arrive, elle dit rien et elle lui fait un bisou. Voilà, le personnage est posé. Elle n'a pas une seule ligne de dialogue de toute la scène. Et elle est juste pour montrer que Milo se fait plaisir et qu'il est bien dans cet endroit, quoi. Moi, dans mes notes, j'ai mis colonialisme de l'espace 2.0. Voilà, c'est... Moi, j'ai mis, bah, tu m'étonnes qu'il ait choisi de rester sur Abydos. Il y a des qualités de French kiss. C'est pas vrai. C'est une raison valable, quoi. Non, mais. Et on le verra dans la suite de l'épisode, mais ça me fait chier. Mais cette actrice, elle a vraiment, comment dire, elle fait ce qu'elle peut avec le rôle qu'il lui est donné, mais il est vraiment pas facile son rôle, hein, n'a pas vrai. Mais il est catastrophique, même, j'ai envie de dire. Du coup, il y a un petit banquet version Astérix. Qui se déroule dans un couloir en carton-pâte. Je ne comprends pas pourquoi. C'est quoi ce décor? Mais tous les en fait décors sont assez terribles. Mais même le hangar, on l'a pas dit, mais le hangar du tout début, on dirait clairement que c'est des toiles tirées, et que c'est pas du tout un hangar. On est dans un univers très carton-pâte. Oui. On va pas se mentir. Faut aimer le papier mâché. Mais moi, j'ai trouvé ça agréable qu'ils arrivent quand même à raconter des histoires de cette envergure avec si peu de moyens. Là, il y a une petite blague sur ils ont fait de l'alcool trop fort. Enfin, c'est vraiment le cliché je sais pas exactement ce que ça dit. Je pense que ça a un rapport avec la masculinité, le côté en fait voilà, les enfants sur place font de l'alcool de l'eau de vie, en propose à O'Neill qui en boit et qui recrache tout, et ça pose un peu le personnage comme en fait il fait son fort et machin, mais il est pas si fort que ça, il peut rigoler de ses propres faiblesses, et en même temps je pense que ça fait un petit rapport par rapport au Je l'avais pas vu passer Non, ça. moi non plus. Ok. voilà, c'est petit moment d'évolution de personnage, on a fini ça, et vraiment le scénario est un petit peu trop, je sais pas, on sent qu'il faut que les choses avancent, mais du coup ils ont pas lissé les bords, et donc du coup ils sont en mode ok, c'est bon, t'as eu ton moment de développement de personnage, maintenant on va passer au développement de l'intrigue, allons à la prochaine localisation, parce que Daniel a fait une découverte. Ah mon Bien Dieu, sûr. ça tombe vraiment bien, dis donc. Bah oui. Et donc, en fait, on sort de cet endroit en carton-pâte et donc on se retrouve, mais on est d'accord, on est sur une planète alien. Hein, Oui. c'est ça. Hein, Oui, oui, c'est oui. ça. C'est l'Égypte. En fait, il n'y a aucune. Ils sont juste allés en Égypte. C'est vraiment juste l'Égypte. Il n'y a même pas de ciel vert. En fait, moi, je m'attendais à ce qu'il y a au moins un animal chelou, tu vois. Et non, il y a vraiment, c'est juste des Avec putains des d'humains hiéroglyphes. dans l'Égypte. Et- Faut que tu regardes le film parce que c'est ça, c'est l'Égypte est un animal chelou. Donc tu seras content, ils avaient l'argent pour l'animal chelou.
Vraiment cher le portail cosmique pour aller juste en Égypte. C'est à 4 heures en avion Oui. depuis Paris. Ah, y a mais pas de d'ailleurs, j'avais une souci. question pour Morgane, j'ai oublié à propos du portail cosmique. Pourquoi il a une texture d'eau? C'est expliqué ça à un moment? Pourquoi c'est de l'eau? Ça fait glou-glou et tout, machin, et quand il passe à travers, ça fait bloup, bloup, bloup. Vraiment, on dirait qu'il y a des poissons qui vont t'attaquer à tout moment. Et pourquoi? Et alors qu'une fois que t'es dedans, clairement, on dirait que t'es dans l'espace, tu vas à la vitesse de la lumière, machin, et les effets spéciaux trop bizarres. Alors que les surfaces des portails, c'est de l'eau. Alors c'est l'effet qui était déjà dans le film. Ils ont essayé d'expliquer un petit peu ça, dans la série, en parlant de technobabble, en mode, c'est l'Event Horizon, où on voit les molécules ou je sais pas quoi à la con. D'ailleurs, Carter en parle juste avant de Oui, elle rentrer me parce qu'elle dit regarde ça, le c'est truc et elle vrai. fait, «Ah ouais, mais en fait, c'est Oh les là là. molécules en machin et cetera». Bref, pas trop compris. Et là, elle se fait maîtriser par l'autre qui lui dit ah, gna, gna, tu parles trop compliqué. Voilà et qu'il la pousse dans le truc. Et mais le truc, c'est que l'effet, je trouve que l'effet est vraiment cool parce qu'en fait, quand le truc s'ouvre, il y a une espèce de je Bah, il y a saurais On de dirait l'eau. une main en eau. voilà, un tourbillon qui arrive vers le devant. Je pense que d'autres y verraient peut-être une éjaculation, mais en tout cas, il y a une espèce d'expulsion d'eau vers l'avant qui avance. Et en fait, ça a été fait parce qu'ils ont filmé ça, la caméra dans un tonneau d'eau. La caméra était au fond du tonneau d'eau. Ah, mais c'est pas un FX fait avec un logiciel 3D. Pas du tout. Mais il y a quasiment aucun effet fait en FX dans Mais Stargate. t'as raison, c'est vrai. Et en fait, ils ont pris un compresseur d'air et ils ont mis un coup. Et en fait, c'est les Ah bulles oui. d'air qui rentrent dans l'eau qu'ils ont ensuite découpées par ordinateur et qu'ils ont mis à la place. Alors je trouve ça incroyable qu'ils aient réussi à faire ça parce qu'on le voit pas que c'est un truc fait sur fond noir ou vert réutilisé ensuite. C'est nickel quoi. Parce que j'avais vraiment l'impression que c'était un truc en 3D un peu moche mais en 3D. Alors je retire tout ce que j'ai dit. Non, d'accord. Moi, j'adore les effets dans Stargate parce que c'est beaucoup de trucs matériels. Alors, effectivement, il y a beaucoup de carton-pâte, mais on le voit un tout petit peu dans le générique du dernier épisode. Il y a une pyramide qui explose. Et Oui, pareil, c'est vrai. c'est une maquette où ils ont explosé la maquette étage par étage. Et moi, c'est un des effets que j'aime le plus. Incroyable. Et donc il traverse un petit désert et il se retrouve dans une pyramide, justement, je crois. Et donc Daniel, on le voit essayer de traduire des hiéroglyphes, alors qu'il y a des Égyptiens vivants qui sont juste à côté. Donc vraiment, le mec est tout seul, en mode non, je vais y arriver. Mais oui, mais Depuis du un coup, an. c'est le seul qui peut le faire. C'est ça le bail. En fait, ouais, le bail, c'est que dans le film, on nous apprend que la population de la planète a été laissée dans l'ignorance volontairement par Ra, qui veut garder le savoir. Donc, on revient sur un peu cette idée qui est des dieux qui veulent garder le savoir et que quand on touche au savoir, ça entraîne de la merde derrière. Sur le côté biblique, hein, on voit les liens. Je filerai ça jusqu'au bout. Waouh, Mais, waouh. mais du coup, oui, Daniel en fait, toute l'intrigue du film, c'est que Daniel est la seule personne qui réussit à décrypter les hiéroglyphes qui sont autour de la porte des étoiles, qui permettent du coup de composer le numéro. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette arche dont on parle depuis tout à l'heure ressemble à un cadran téléphonique. Vous savez, les vieux cadrans téléphoniques où Ouais, voilà. complètement. Ou une horloge, hein. Ouais, ou une horloge. En fait, on compose l'adresse comme ça. Il y a 7 symboles. Et en fait, en faisant les 7 symboles, ça permet de créer le passage entre la Terre et Abydos. Est-ce que tu savais que le symbole était différent avant, puisque c'était une pyramide avec un rond derrière, et qu'ils l'ont ensuite changé pour en faire une pyramide avec juste un petit rond au-dessus? Non, mais c'est incroyable, tout ce savoir que tu nous donnes, Agathe. Mais c'est quel incroyable. symbole? De quoi on parle? C'est une information ChatGPT. Je demande à ChatGPT, donne-moi un fun fact marrant Sur pour Stargate. que je puisse éblouir mes deux amis. C'est le Mylène et symbole de Morgane. quoi? De Abydos sur le portail? Non, le symbole de la Terre. C'est le symbole de la Terre. Et donc, Daniel, en fait, ce qu'il voit, c'est que les hiéroglyphes représentent du coup des coordonnées pour des localisations pour aller pour utiliser le portail pour aller à des endroits. Et donc, on découvre à ce moment-là, parce que visiblement, c'était un savoir qu'on n'avait pas, et les personnages non plus, qu'en fait, le portail ne va pas juste à un endroit, c'est pas une porte dans laquelle tu passes d'un endroit à l'autre, mais en fait, c'est un téléporteur qui permet d'aller sur plein de planètes. Et en fait, c'est un pôle d'échange plutôt que juste une un porte. réseau Quoi. de portail, quoi.
C'est ça. Exactement. Et donc, en fait, il y a plein de Stargate partout dans le monde. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, OK, je commence à comprendre où va la série. Parce que pour l'instant, je ne comprenais pas. Je pensais qu'on allait juste être avec les Égyptiens, en fait, dans l'espace. Et, Pendant 10 ans. et je me suis dit à ce moment-là, OK, on va visiter le Japon de l'espace, le Mexique de l'espace, l'URSS de l'espace. C'est ça, hein, en gros. Ouais, hein, tout ce qu'on va exactement, faire. C'est exactement. vrai, Tu mais je résumes suis un peu très, très deg du bien. coup de pas avoir vu ça. Parce que l'Égypte, bon. Ok. Mais en plus, il y a l'URSS de l'espace à un moment donné, et c'est assez intéressant. Waouh. Putain, je suis trop forte ou pas? Oui, oui, Je suis trop forte. c'est parce que t'as tout vu. J'ai tout vu. Et donc, c'est le retour des lizards. Des lizards. C'est ça qu'on dit? Oui, des serpents. Des serpents. Mais alors, moi, j'ai été tout aussi choqué que toi. C'est la 15e fois que je vois ce pilote. Je suis toujours aussi choqué qu'il se soit pas dit à un seul instant que cette porte allait aller ailleurs que sur cette pauvre planète unique de l'Égypte. Et j'étais là genre, oui, ça me semble un peu évident. Vous n'avez pas essayé d'autres choses? Mais si elle le dit. Mais en fait, il passe même beaucoup trop de temps. Il passe même beaucoup trop de temps à essayer d'expliquer pourquoi ils l'ont pas su avant. Et en fait, c'est Sam Carter, elle dit oui, mais en fait, l'expansion de l'univers, elle fait que des coordonnées, elles sont plus bonnes. Et donc, il faut ajuster notre système de 5000 ans environ, je sais pas quoi, un truc comme ça, histoire que. C'est à cause de la dérivation des planètes, en fait. C'est ça. Ouais, voilà. C'est-à-dire, elles sont plus Et au c'est- même endroit que quand le portail a été. Mais je comprends pas construit. cet argument quoi qu'il arrive, parce que l'adresse elle fonctionne ou pas, ils avaient pas les deux adresses à la base, donc de toute façon ils ont fait des trucs dans le vide. Oui. Ça n'a Et en aucun plus, sens. Et en plus, le fait que les coordonnées soient marquées en dur dans le code, comme ça, dans Oui, de la... c'est pas des Franchement, variables, c'est- ils ont juste écrit. ce n'est pas une bonne méthodologie de conception. On fait pas ça comme ça. On n'écrit pas du code comme ça d'habitude. Et puis en Ouais. plus, pourquoi ils ont écrit le code dans une pyramide à 200 km au lieu de le faire à côté de la porte? Genre t'as Fais un petit manuel à côté. Bah oui, si t'as ton annuaire, fais-le là où tu es, genre là où il y a la porte. C'est plus simple. Parce que là, ça veut dire, grosso modo, si tu veux aller rendre visite à ton pote qui est dans le Japon de l'espace, faut que tu fasses un petit trek d'une demi-journée, que tu ailles là-bas, que tu notes ça sur ta main, parce que a priori, ils ont aucune technologie. Tu y retournes, tu fais les trucs, et là, tu te rends compte que les planètes se sont distendues et qu'il faut que tu fasses des calculs, et bah, t'es foutu. Non, mais si c'est vraiment ton pote, tu connais par cœur ses coordonnées. Enfin, c'est comme les Tu numéros de connais téléphone. par cœur mon numéro? Ouais. C'est le 06 27 42 13 10 25. Oui. Et n'hésitez pas à composer. Qui va... ce numéro. qui va recevoir des coups de fil. Et donc les lézards sont de retour. Et donc là, ils décident de tuer tout le monde. Sauf... Non, ils sont pas dans la pyramide, pardon. Ils reviennent au niveau du portail, du Oui, Stargate. qui est dans une autre pyramide, donc t'as raison de dire pyramide. Et donc, Ok. en fait, donc là, ils vont buter tous les Égyptiens, parce qu'ils sont clairement là pour mourir, les pauvres. Voilà. Et donc, il n'y a que, évidemment, le fils spirituel de O'Neill, ainsi que la nana de Daniel, qui vont être sauvés et qui vont être directement pris en otage. Grosso modo, leur technique au Jaffa, puisque c'est le nom des hommes serpents, c'est comme sur le Titanic, les femmes et les enfants d'abord, les hommes, on les tue tous. Ah là, d'accord, j'avais pas compris ça. Je pensais bon que c'était parce que c'était pour le scénario. Clairement. Mais c'est là qu'il aspire les âmes. Parce qu'il y a Oui, un rat, là, ou il a pas son espèce d'hypno-fétiche, là. Ouais, c'est ça, il fait le détraqueur, il aspire les âmes des gens. Je suis très contente de pas être la seule à avoir noté hypnofétiche. Ça me fait plaisir. J'ai cru que t'allais parler des trackers, tu vois, de l'espace, et qu'on allait vraiment se faire cancel jusqu'au bout, mais je suis content. Ah non, mais non, on va se faire cancel pour une autre raison. Voilà. Le fétiche, c'est mieux d'être cancel pour le fétiche, c'est sûr. Clairement. Oh, vous laisse googler ça. Et donc, les pauvres, donc Scara et Charé se retrouvent genre en prison. Et ils font face du coup à ce personnage qui va devenir important, mais que, en fait, je l'ai vu et je me suis dit, il faut que je note son nom parce que clairement, il a un car design de perso qu'on va revoir. Et donc, il s'appelle Tilk. Ah oui. Il parle anglais. Et je me suis dit, comment marchent les langues dans ce foutu bazar? Mais tellement. Et je me suis dit, est-ce que c'est comme le TARDIS ou est-ce que c'est comme dans Star Wars où tout le monde parle anglais dans l'univers? Comment ça marche? Et en fait, je pense que ça n'a pas de sens. C'est débile. Je pense que c'est débile. J'ai beaucoup réfléchi. À moins que Morgane, tu nous apportes une solution, moi, je pense que c'est débile. Ah bah moi je sais, je vois tout à fait ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont regardé le film où en fait dans le film on passe beaucoup de temps à essayer de
de faire la traduction entre le langage alien de la planète. Et c'est pour ça que Daniel est intéressant parce que c'est un linguiste et il peut parler et tout. Et en fait, tu sens dans l'écriture du pilote, ils sont partis sur OK, tout le monde a des langues différentes et puis on va se machin. Et en cours d'écriture, ils se sont dit putain, qu'est-ce que c'est chiant. Et ils ont commencé à faire des espèces de zigzags et de raccourcis et ils ont fait un truc complètement absurde qui n'a aucun sens parce que Ça me rassure, c'est pas moi. vraiment, genre, il y a des moments où ils parlent tous une langue différente et ils sont censés se comprendre entre eux en plus parce que les serpents et les Égyptiens sont censés se comprendre alors qu'ils parlent pas la même langue. Ils utilisent pas les mêmes mots en tout cas quand ils se parlent et ils se comprennent. Mais soudain, l'anglais arrive et tu sais pas pourquoi. Et notamment, Teal'c lui dit, en plus, la première phrase qu'il dit, moi je trouve qu'elle n'a aucun sens, c'est qu'il regarde Skara qui a une mitraillette dans les mains et il lui dit « Ceci n'est pas ton arme ». Et là, genre, pourquoi il n'y a pas son nom dessus? De quoi tu parles? J'ai oublié de coller ma photo sur le viseur. C'est genre c'était la police des armes volées. Enfin, le coup de... En fait, il a regardé les stats de l'arme, il a fait non, c'est trop haut niveau pour toi. Tu n'as pas les compétences suffisantes. C'est tellement ça. Mais je trouve que Teal'c, le pauvre, il représente le maquillage vraiment mauvais. Enfin, en tout cas, je trouve que dans l'épisode final, c'est bien, ça va. Mais là, en termes de costume et de maquillage, on dirait pas que c'est 1998, on dirait que c'est 1943, parce que c'est des tatouages Malabar qui sont à peine en couleur. Alors 43, c'est pas la meilleure année. Non, mais il y a plein de trucs qui vont pas en 43. Vous pensez à quoi, vous? Mais bon, bref. Notamment les maquillages en 43. Bon, bref, il a un tatouage Malabar sur le front, on a envie de mettre son ongle dessous. Parce que moi, j'ai envie de mettre mon ongle dessous pour l'enlever. C'est le petit symbole qu'il y a sur tous les produits pour indiquer la provenance. C'est le label. Non, c'est recyclable, pas recyclable. Un peu ovoïde. Là. Le respect est mort. Le respect est mort. Et donc, attends, si on résume une seconde. Donc là, tout le monde, tous les personnages sont dans cette putain de prison. Donc on a Samantha Carter, on a Daniel. Attends, non, on n'est pas encore arrivé là. Ils sont pas. Hein. Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se font donc les deux, Skara et Lazuz, se font kidnapper. Les autres reviennent au Stargate Command. Okay. Pour faire un petit débrief et tout, machin et tout. Et là, il y a le speech qui t'explique la série. T'as vraiment t'as le général qui se pose et qui fait, écoutez, il y a une menace. Moi, j'ai envie qu'on ferme tout et qu'on fasse rien parce qu'ils ont maintenant équipé la porte des étoiles d'un iris. Ah oui, c'est une espèce de truc métallique qui empêche les gens de venir. Un diaphragme. Et c'est là, il dit, j'ai parlé avec le président aussi. Le président n'est pas de mon avis. Lui, il veut qu'on regarde un petit peu ce qui se passe. Et du coup, on va composer 9 équipes de secret défense, dont le but sera l'exploration des planètes et la lutte contre cet ennemi invisible. Et moi, ce passage, je vais vous mettre la drop. Moi, j'ai des petits frissons à ce moment-là. Je trouve que ça y est. Là, tout le début, c'était vraiment de l'exposition, c'est du machin. Et là, il y a le petit côté de... Allez. Let's go. Now, these teams will operate on a covert top-secret basis. No one will know of their existence, except the President and the Joint Chiefs. Colonel O'Neill? Sir? Your team will be designated SG-1. The team will title drop. Et voilà. Et là, ça y est, on a le title drop. Votre équipe s'appellera SG1. Et je trouve que la musique, le machin... Moi j'étais hypé. Là, j'étais... Wouhou, c'est bon, on y va. Allez, go, go, go. Alors, je suis désolé, moi, j'étais hypé à ce moment-là aussi. Mais parce que je me suis dit, ça y est, le pilote est fini. C'est bon, ok, on a mis les choses en place. Donc c'est SG1, d'accord. Et on n'est même pas à la moitié. Et non, pas du tout. Non, on était à la moitié. Et donc, ce O'Neill, je crois, explique un projet très compliqué de retourner dans le gate, et puis ensevelir le gate pendant 1 an. Puis si dans 1 an pile, il est toujours vivant, il pourra passer par le gate parce qu'ils vont le désenseveler pendant une journée dans 1 an, et puis si jamais ils sortent pas pendant cette année, ce jour-là, ils doivent le réenseveler ensuite. Et je me suis dit, c'est trop compliqué, gars. Faut faire un truc plus simple. Oui, clairement. Mais ça, c'est Daniel du coup qui explique ça pour revenir. Mais oui, je suis assez d'accord que son plan est un peu complexe. Surtout, moi, perso, je comprends pas ce qu'ils veulent faire. En fait. Là, à ce moment-là, je suis largué. Je comprends. Alors, ok, il faut une raison pour y retourner.
Et donc, clairement, il y a les 2 à sauver, machin, là, qui sont en otage. Mais Les 3, pourquoi du ils ont coup. comme... Ah, il y en a 3. Je sais. Il y a Scarra, le fils de O'Neill, Ouais. Charret, la meuf de Daniel, et puis la Zouze du début Ouais. qui s'est fait capturer. Ah oui, aussi. c'est vrai. Exactement. Ouais, on Et l'oublie tellement vite. en fait, ils set up les lignes des premières saisons qui sont on va essayer d'aller chercher Scarra et Charret et on revient dans un an avec ces 2 personnages qu'on aura forcément réussi à sauver dans un an. Donc ça permet de mettre une espèce de petite date de Ouais. tout ça. Comme vous l'avez vu, vous savez qu'ils n'y arrivent pas, mais qu'ils y retournent quand même. Et bref, Oui, que bien ça sûr. pose plein de problèmes. Bien et sûr, tout. Mais bien sûr. au lieu d'ensevelir, moi j'ai une contre-proposition. Vas-y. On laisse un tout petit trou pour laisser passer une boîte de mouchoirs. Mais Et rien d'autre. Oui, on C'est écrit pas des con. messages sur des mouchoirs. C'est pas con du tout. Ouais. Il y a un des soldats qui s'est fait gravement blesser, qui a quand même vu l'adresse des méchants, qui a été tapé sur le Ah oui, énorme. le dial. Parce que les boutons font la taille de 3 têtes en fait. Oui, Oui, c'est difficile de pas le voir. des crocs au Et- clavier pour enfants. Et ils ont l'adresse pour aller sur une nouvelle planète, qui du coup, là, on n'est plus en Égypte, mais on est dans l'Europe médiévale. On est au Canada, surtout. On est à On est au Canada. J'ai Ouais. noté la même chose. On est à forêt canadienne, on est au Québec. Donc on est sur la planète Chulak. Les 2 équipes SG1 et SG2 y vont. SG2 qui est piloté par Kowalski, je sais plus comment il s'appelle. Kowalski. Moi j'étais très contente que quand j'ai appris qu'il y avait plusieurs SG, et en particulier quand j'ai appris que Kowalski serait dans le SG2, je me suis dit bordel, on va pas le voir tous les épisodes de cette série, parce que j'en avais déjà marre de ce type en fait. Il est Je sais pas insupportable. pourquoi, c'est vrai physique comme truc, tu vois, il me revient pas. Il dégage en fait une espèce de masculinité toxique du début jusqu'à la fin. C'est vraiment le bro. Je vois pas d'autre façon Ouais. que de le présenter que c'est le bro. C'est insupportable. Ouais, oui. Moi, il m'a fait penser au, tu sais, dans Sense8, le coéquipier de Will. Totalement. C'est vraiment le ça. même. Ah oui, le flic là. Oui. Ok. Oui, tu sais, t'as tout vu, voyons. Ouais, je sais, ouais. Ce qui est génial dans ce podcast, c'est qu'en fait, Mylène n'a vu aucune des séries dont on parle. Mais c'est Et donc, promis. On arrive dans le parc du Canada de l'espace, donc on est dans la forêt protégée de l'Ontario de l'espace. Et donc on voit Charret de face. Oh là là. Là, on arrive à la scène, là. C'est ça. Donc en fait, on avait vu une première scène, je crois, Oui. où il y avait la meuf du début qui récupère la sonde et qui se fait capturer ensuite. Il y a une scène où elle se retrouve avec ce qu'on suppose être Ra, mais du coup ce dieu là qui essaie de la mind control, et en fait ça marche pas. Il y a une sorte de un truc supérieur, encore supérieur, qui fait non, on n'aime pas trop, c'est pas la bonne personne. Et donc là on passe à, donc il y avait une première scène qui dure 5 minutes qui était hyper weird. Et puis surtout, où il tue la meuf. Genre Il tue vraiment, la et meuf. ça n'a Oui. aucun sens. C'est-à-dire qu'il l'amène, la personne à côté a l'air de pas être... Enfin voilà, la meuf qui arrive, qui pour moi est une meuf trans, qui arrive, tu sens qu'elle est... Pourquoi Je vais expliquer pourquoi. Et pourquoi encore Pourquoi il y a des trans N'implique pas les trans dans ce bordel. En fait, je pense que c'est la vision qu'ont les turfs des trans, c'est-à-dire une Non, femme mais qui arrive quoi avec un espèce de pénis qui sort du ventre et Non, qui mais commence quoi à regarder. Ah. Et voilà. Et vraiment, Ah l'image... mais non. L'image Mais est non. horrible et je pense que c'est la vision clairement des féministes de ce que c'est qu'une meuf trans. Ne les appelons pas les féministes, restons sur Gender Critical. Sur Gender Critical. Oui, il y a trop de noms. On est sur le pire podcast. Oui. Mais du coup, elle dit non. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on tue la major du SGC. On la reconnaît bien parce qu'elle a gardé ses name tags, vous savez, le collier avec les noms Ouais. gravés des militaires. Et il y a Tilk qui regarde ça et qui est en mode genre ah, c'est pas ouf. Genre, c'est pas Ah, dingue. tu crois On sent qu'il commence à dire ah, c'est pas fun. Mais vraiment, genre, il fait pas grand chose avec son visage. Donc, il y a un petit côté oui, de. là, je me demande d'où tu lis ses émotions. Parce que pour moi, c'est Android. On lui a vraiment dit alors, toi, tu joues un type vraiment qui n'exprime pas beaucoup ses émotions. Il a pris ça littéralement et on ne lit aucune émotion. Je sais pas comment tu Alors, fais. attends, je vais parler d'un truc très important du cinéma. Je mets mon petit jingle. Ok, vas-y.
Alors, c'est la minute culture cinématographique de Morgane pour vous parler Yes. de l'effet Kuleshkov. L'effet Kuleshkov, Je connais pas. c'est un monteur, donc Kuleshkov, c'est un monteur russe du début du cinéma qui a théorisé et qui l'a démontré en pratique après que le jeu des comédiens ne dépendait que du montage, qu'il n'y avait pas besoin de jouer au cinéma pour pouvoir faire passer des émotions. Et donc, pour le prouver, il a filmé une jeune femme à qui il a demandé de rester le plus impassible possible. Et ensuite, il a filmé un bol de soupe et ensuite un cercueil. Et quand il a montré ces deux images côte à côte, à d'abord un public en montrant Incroyable. la jeune fille et ensuite le bol de soupe, tout le monde était là, putain, elle joue super bien la fin. Et ensuite, la même image avec un cercueil, ils disaient, ah putain, elle joue super bien le deuil. Et du coup, C'est génial. et du coup, avec Tilk, c'est exactement la même chose. On met un truc catastrophique, on voit juste sa tête, il ne joue pas, mais on comprend qu'il se sent mal. Voilà. C'était la minute culture. C'est génial. J'adore. Wow. Comment tu l'appelles? L'effet Kuleshkov. L'effet Kuleshkov. Ok. Et ben donc on a un effet Kuleshkov pour cette pauvre charrée qui se retrouve genre mise à nu, mise toute nue sur au Frontale. milieu de. Ah ouais, c'est il y a aucune gêne. Alors c'est pas sexualisé, mais ouais, on voit tout quoi. Et Sauf la pauvre Niléane, actrice- où c'était Oui, flouté, dans la apparemment. version que moi Ah oui. j'ai loué l'épisode sur Apple TV. Et bah il y a cette chouche, elle est floutée, voilà, parce qu'on peut montrer des aliens qui sortent des ventres, mais de manière super dégueulasse. mais il faut surtout pas montrer sa chouche. Donc, C'était voilà. étonnant parce que c'était à la fois une scène pas du tout sexualisée et qui peut pas l'être parce que juste après on voit une sorte de serpent qui sort du ventre de quelqu'un et tout. Ouais. Et en même temps, tous les plans étaient vraiment bien conçus pour qu'on voit tout, quoi. Donc c'est le rôle du cadrage était particulier dans cette scène. C'était très très étrange. D'ailleurs, dans la nouvelle version, ils ont bien évidemment coupé beaucoup de ces éléments pour enlever tout ça du pilote. Donc, si jamais vous le regardez aujourd'hui, Bah, c'est en inutile, fonction hein. des versions, ça existe ou ça n'existe Il y a pas. plein de plans inutiles. Et là, on assiste en fait à un viol. Il n'y a pas d'autre mot. Ah ouais, Par ok. la nuque. Ouais, Ah oui, ouais. c'est vraiment comme la scène de Matrix au début de Matrix où il y a un truc qui lui passe par le nombril et c'est dégueulasse. C'est vraiment la même scène, basiquement. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que donc on a une meuf qui arrive, elle a un espèce de tout petit serpent, hein, un truc qui doit faire 20 cm. Donc vraiment, enfin moi je trouve que l'analogie avec le sexe masculin est quand même assez forte. En tout cas le pénis, je devrais pas dire sexe masculin. Et ce truc-là sort et commence à serpenter le long du corps. On retourne la jeune femme et après, flap, ça rentre dans la nuque. Et vraiment, genre, tout est dégueulasse. C'est dégueulasse de bout en bout. Ça Oui, met c'est mal à dégueulasse. l'aise. On comprend pas pourquoi on fait ça. On sait pas ce qui se passe. Voilà. Sachez que dans le film, ça n'existe pas du tout. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été inventé par la série pour expliquer d'où viennent ces aliens et comment ils fonctionnent. Les années 90, ils adoraient ce truc bizarre comme ça. Et encore une fois, plan sur Tilk qui aime pas beaucoup Ouais. ce qui se passe. Qui est impassible, mais qu'on comprend par le montage que. Je crois que là, il bouge un sourcil, ce qui était différent par Mais du rapport coup, au- l'explication de Morgane m'a fait réaliser un truc là qui me fait tout remettre en question parce que ça va être ça, c'était ce podcast où genre je critique librement. On va me ramener à la réalité. Ok, d'accord, la réalité de réalisation et des choses. Okay. Moi, alors par contre, ce que j'allais dire, c'est que le maquillage du truc de la larve qui est dans le ventre et tout machin, Ouais. ça fait vraiment penser à. C'est un peu. J'ai oublié le mot. Ça fait penser au truc dégueulasse qui. J'ai pas laissé tomber. C'est hyper clair. Je trouve que ton explication, Mylène, sur ces Mais non, mais dernières j'ai- 50 Parce qu'en secondes. gros, j'ai mes est notes. et hyper c'est clair. n'importe quoi. Bon, laissez tomber. Mais non, Et vas-y. suivant, on y revient plus tard. Mais en fait, je voulais en arriver au fait que je suis très très confuse sur le lore des larves parce que je sais pas, vous appelez ça des Ah, serpents. ça, je suis d'accord. Et ce lore et tout là, il est vraiment horrible. Et mais en même temps, il est très confus, on comprend rien. Alors, on en parle très brièvement, mais je suis assez d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de confusion dans la façon dont les choses sont présentées. Bon, en tout cas, c'est tellement de l'infodump, on donne tellement d'informations que c'est dur de rester. Non, Mais- je crois qu'il donne pas assez d'informations. Mais là-dessus, c'est dans le briefing au début, en fait, ils expliquent que Ra était un parasite qui habitait le corps d'un Égyptien et que donc du coup, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'autres parasites qui viennent habiter le corps d'autres hôtes, voilà, et que en fait, on
on comprendra dans une scène plus tard que ces parasites sont gardés par des Jaffa, dont Teal'c est un des représentants. Ils ont du coup ces larves dans le ventre et qu'en échange de garder les symbiotes jusqu'à maturation, eux, ils ont un peu genre une super force, vie un peu éternelle, etc., jusqu'au moment où ils se délestent de leur serpent ventral. C'est dégueulasse. Oui. On avance un peu si vous voulez. Pas de souci. Et donc O'Neill, Daniel et Samantha vont en éclaireur. Donc ils laissent un peu Kowalski, le reste de l'équipe, à côté de la porte pour la garder. Et donc eux, ils vont avancer, ils vont tomber sur des sortes d'humains avec des capuches pointues, qui ressemblent à des sortes de Ku Klux Klan de l'espace. Ouais, c'est ça. Moi, je les appelais les gobelins de Warhammer. Ok. Oui, c'est carrément des clans de l'espace. Et donc, en fait, ils se comportent vraiment comme des Ewoks de Star Wars. Oh mon Dieu, des humains. Mais vous aussi, vous êtes des humains, qu'est-ce que vous faites? Et je me suis demandé où étaient ces 3PO, parce qu'ils parlent pas anglais. Mais c'est ça qui est affreux, c'est qu'on distingue pas les gens locaux des Tétériens et des Jaffa, je sais pas trop quoi, des gens possédés par des larves. Ce qui est génial, c'est que ces gens-là, qui du coup ne parlent pas l'anglais, les amènent pour prendre un petit banquet. Et à ce moment-là, arrivent Apophis et sa nouvelle reine, qui est donc Sha'are. Et là, Apophis parle en anglais. Oh bordel. Genre, mais pardon, mais tu peux pas être cohérent 5 secondes. On vient de nous expliquer que ces gens ne comprennent pas l'anglais. Et il arrive et il fait « Je vous présente ma reine ». Et il le dit en anglais. Et je suis là, ça y est, c'est mort, allez, ciao tout le monde. Et surtout, il dit aux gens, les gardes et tout, ils disent aux gens de s'agenouiller. Et tout le monde obéit, du coup tout le monde comprend, mais il leur a dit en anglais en fait. Mais oui, exactement. Kneel before your gods était là, genre. En fait, il répète tout. D'abord, il le dit dans sa langue à lui, puis ensuite, il le redit en anglais juste derrière. Il fait la traduction. En fait, c'est un steward dans un avion. C'est la RATP. Il n'est pas dans une prison du tout. Mind the gap. Mind the Goa'uld. Et donc, ils sont capturés comme ça. Voilà. Ils étaient dans ce banquet, mais en fait, c'était le banquet des serpents. Et Ra et la Sha'are, mais Sha'are qui est désormais brainwashée, donc elle ne reconnaît pas Daniel, et Daniel est très triste. Ouais. Et c'est comme ça qu'en fait, ils sont un peu sous le choc. Ils se prennent un gros coup sur la tête, et puis ils se retrouvent eux aussi en prison avec le reste des gens qui se sont fait capturer. Exactement. Là, ils vont choisir les enfants. Tous les trucs de prison, c'est un peu chiant. Ils veulent choisir les enfants, exactement. Du coup, il y a Daniel qui est en mode genre choisissez-moi, comme ça il pense qu'il va pouvoir partir. Ça ne marche pas. Forcément, on capture Skara. Les autres partent et là, petit ordre donné, tuez-les tous. Et encore une fois, dans une société qui clairement se base sur l'esclavagisme. Clairement, on sent qu'il y a... Pourquoi vous les tuez? Mais vraiment, depuis le début, c'est vous prenez des gens et vous faites que les tuer. Et genre, c'est bon, j'ai compris qu'ils sont méchants. Mais très méchants. Arrêtez de il y aura plus son père à la fin. Ils sont que 5000 par planète, on n'oublie pas. Donc, il y aura son père. Aucun sens. Et O'Neill, qui a déjà eu une petite altercation avec Teal'c pour lui dire oh, regarde ma montre, elle est jolie. Teal'c se dit bon, effectivement, il a une belle montre. Je vais... C'est une Casio, ça a l'air cool. Donc, je vais trahir mon peuple. Il trahit. Exactement. Et il commence à tuer, enfin voilà, ils s'entraident pour tuer tous les autres serpents et pour s'échapper de cette prison. Je trouvais que en fait, les serpents utilisent donc ce bâton magique dont on a parlé au début. Ça envoie des vagues d'énergie, mais en fait, la façon dont l'énergie est gérée est hyper variable. Parfois, ça va juste genre faire mal à l'épaule à quelqu'un, et parfois, ça va exploser un bâtiment. Ouais, mais il choisit. Il y a un contrôle, il y a une réglette. Il doit y avoir une petite réglette quelque part. Oui. Je suis désolé que vous n'ayez pas vu. Dans les épisodes suivants, il y a le Zat'nik'tel, qui est un truc qui ressemble à un serpent. Et quand on tire une fois, ça fait mal. Quand on tire 2 fois, ça tue. Et quand on tire 3 fois... ça fait disparaître la personne parce qu'ils n'avaient pas assez de figurants. Ça fait disparaître la personne. Oui. Mais encore une fois, je trouve que c'est une bonne façon d'utiliser son budget. Ça fait peur et en même temps, ça coûte pas cher de faire disparaître quelqu'un. C'est ça.
coûte pas D'ailleurs, cher sur de faire le dark web, disparaître. ça coûte 150 € de faire disparaître quelqu'un. Et donc, Si quelqu'un veut faire disparaître Darmanin, n'hésitez pas. c'est juste 3 tirs, visiblement. O'Neill, donc, ils ont réussi à buter tout le monde. Il reste que les survivants ainsi que Teal'c. O'Neill a réussi à ouvrir la porte. Je voulais dire un truc sur Teal'c, c'est que clairement, Star Wars 7 n'a rien inventé dans le côté de le Stormtrooper qui se retourne contre le truc et qui se rend compte que c'est pas ouf ce qu'on fait. C'est la même histoire avec Teal'c. Vraiment, genre, il se rend compte que c'est pas ouf. Et du coup, il se retrouve à continuer à les aider, toujours dans son uniforme de Stormtrooper, de serpent. Donc clairement identifié méchant, entre guillemets, et pourtant, ça y est, il est passé du côté des gentils. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Finn. Voilà, Et il y a eu un petit générique. Vous avez un nouveau personnage principal dans votre équipe. C'est ça. Et soudainement, il a été hyper nerfé. Il faisait plus peur du tout. Et donc, on découvre que lui aussi, il a un serpent à l'intérieur qui s'appelle les Goa'uld. Les Goa'uld, exactement. Et donc, ils sont connectés et si on l'enlève, il meurt. Alors ça, c'est vraiment très Star Trek comme truc, je trouve. Et donc, ça va être pratique pour avoir des infos sur le lore maintenant, enfin, d'avoir Teal'c dans l'équipe. J'avoue, il va juste lâcher des lignes et tout. Alors en fait, c'est parce que... Mais c'est pratique, non mais c'est bien. Et tout le monde arrive par transporteur autour de la Stargate. Et là, je me suis dit, putain, on dirait le début d'Hunger Games. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, tout le monde est genre en cercle autour d'un objet au milieu. Et en fait, le but, parce que donc ils sont poursuivis par les serpents, donc ils essaient d'aller à la Stargate, mais en fait, autour de la Stargate, il y a une sorte de place avec 0 endroit où se cacher. Donc tu peux pas genre courir jusqu'à la Stargate. Il y a des pierres. Parce que tu vas te faire buter. Et du coup, ils veulent sauver tous les gens. Tous les gens qui étaient en prison, ils veulent les faire fuir par le portail. Donc il y a une petite bagarre qui se passe. En fait, on voit que Apophis, sa nouvelle meuf, et Skara, qui est devenue un enfant des dieux, se retrouvent à partir par la porte. On ne sait pas où. Il y a Agathe qui a l'air très dubitative. C'est vrai, mais parce qu'on n'a pas dit qu'en fait c'est pas Ra, c'est bien Apophis. Oui, c'est Apophis. Exactement. Parce que les gens vont c'est pas c'est arrêtez, c'est Ra. Ils sont 12 en fait, ils sont tous là en fait. C'est Odin qui arrive et qui fait non, je suis pas d'accord. Mais il y a Odin dans la série aussi. C'est vrai. Non, oui. Ragnar Lothbrok et tout. Ok. Oui. Mais c'est les Asgard. Est-ce qu'à un moment on voit des vrais des dieux de religion Il y a catholique aussi. Enfin, catholique, pas catholique, mais il y a nordique. Non, mais en fait, à un moment donné, ils ont tout un délire avec des divinités qui sont très celtiques. Voilà, donc tout un délire avec la table la table ronde, Arthur et tout. Et en fait, les dieux qui sont en fait des dieux celtes qui ont été un peu catholicisés. Bref. Ah oui, du coup, cette série s'amuse à disqualifier toutes les cultures historiques une par une. Exactement. En disant, en fait, c'était des aliens. On critique, mais en vrai, le plot de réutiliser des concepts culturels qui ont toujours existé depuis des millions d'années et ensuite de genre les remixer pour dire, ok, en fait, ça fait partie de notre intrigue. En vrai, ça a toujours existé et ça marche plutôt bien comme système. Oui. Bah là, c'est juste que c'est des larves dans des ventres et qui... Oui, on sait pas pourquoi c'est des larves. C'est bizarre, mais... Du coup, ils finissent par s'enfuir. Après, ils se font quand même pourchasser par d'autres méchants. Ils arrivent à réouvrir la porte pour retourner au SGC. Entre-temps, il y avait, on vous a pas dit, mais il y avait un compte à rebours parce que Hammond, qui est le général, était en mode ok, je veux bien qu'ils partent, mais que 24 heures. S'ils sont pas revenus, on ferme tout. Mais ça, c'est débile, vraiment. Et finalement, genre 2 minutes après le countdown, ils reçoivent le petit code de Carter pour rentrer. Donc ils sont là, ok, c'est bon, non, annulez tous mes ordres, laissez-les rentrer. Et moi, vraiment, Hammond, un de mes personnages préférés, je le trouve un peu pépou, je le trouve un peu bébou là-dedans. Je suis en mode genre, oh, t'es trop mignon, vas-y, laisse-les rentrer et tout. Moi, c'est plutôt intéressant d'avoir choisi de prendre un général avec un compas un peu paumé, parce qu'il va pouvoir régulièrement se faire changer d'avis par les autres personnages. Et du coup, ça permet à tous les personnages d'avoir un pouvoir sur les décisions de l'équipe. C'est assez simple comme moyen scénaristique, mais ça marche très bien parce que ce général, l'acteur, joue plutôt bien le personnage indécis et
tiraillé entre les ordres, la loi, la justice et ses convictions personnelles. Clairement. La porte s'ouvre, Carter arrive, et là, tout le monde, tous les militaires sortent leurs armes, et elle crie un truc, parce qu'il y a plein de gens derrière elle qui arrivent. Elle crie un truc qu'il ne faut jamais crier devant l'armée américaine, qui est Hold your fire! They're refugees! ne tirez pas, ce sont des réfugiés. Aïe, 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 Vraiment, aïe, aïe. l'explication la pire. Et là, t'as tous les militaires, ils se regardent. 1998, hein. Et ils commencent à tirer. Non, C'était c'est 3 ans avant Le le 11 septembre. 11 septembre. Donc, c'est vrai que c'est pas Aïe, du tout aïe, les aïe. mêmes États-Unis dont on parle. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc finissent par passer la porte, parce que il faut bien continuer la série, il faut un petit cliffhanger. Kowalski, il y a un Jaffa qui se fait tirer dessus à côté de lui, qui meurt, et le petit Goa'uld, la petite larve, moi ce que j'appelle le pénis de ce truc, sort et rentre directement pénètre un militaire. derrière sa tête. Voilà, exactement. Mais du coup, c'est quel Yes. militaire? C'est Kowalski? C'est Kowalski, Kowalski. exactement. Donc on peut Lui, survivre aux lui aussi est un pénétrations des larves. children of the gods. Attends, vous avez parlé en même temps. Non, mais non, ça veut dire que la larve en fait le possède maintenant, mais il fait genre semblant d'être lui. C'est ça. Oui, mais Kowalski, il est dans l'épisode final après. Donc il a survécu. Non, mais c'est dans la... Oui, enfin... C'est une continuité différente. Voilà, c'est dans la... Ah oui, parce qu'en c'est fait, vrai. Oui. Comme Yes. tu l'as vu, Kowalski Yes. a été tué dans l'épisode 2 de Stargate. Ah oui, Ils se sont rendus compte que c'était un Goa'uld. Ah bordel, Ok. ah oui, donc ils ont vraiment genre pris l'acteur 8 ans plus tard et Ouais. il s'était rien passé. Je me demandais si on le revoyait justement. Non. Ah. Et donc, on arrive en fait à l'ouverture sur les épisodes suivants. Et en fait, c'est plutôt malin parce que moi, ça m'a fait penser à la fin du Visiteur du Futur saison 4 aussi, si ça vous parle. Clairement. En fait, il y a plein de réfugiés de plein d'endroits, du coup, puisque c'était une prison qui regroupait beaucoup de réfugiés de plein de planètes qui se retrouvent dans cette base militaire. Et en fait, le rôle de nos personnages principaux, ça va être désormais de voyager à travers ce portail pour ramener en fait ces réfugiés qui viennent de plusieurs planètes dans leurs planètes respectives. Et ça tombe bien. Enfin, on est capable de trouver des endroits où aller entre 2 et 3 fois par mois. Je trouve que c'est un bon rythme de diffusion pour Stargate SG1. J'avoue que c'est très méta, ça annonce. Et rendez-vous, tout, 3 fois par mois. Oui, c'est vrai. Non, j'avais pas ils noté. ont très très bien pitché le concept de leur propre série dans la série. Ouais. C'est assez ouf. Peut-être avant de passer à la notation, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Parce que ça se termine juste sur les yeux qui brillent de Kowalski. De Kowalski. Donc on comprend qu'il a été possédé par un Goa'uld, et ça s'arrête là-dessus. Voilà. Moi, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mon avis simple, voilà. Bon, le lore catastrophique, bon, je vais pas redire, mais mon avis simple, il aurait dû s'arrêter cet épisode au moment où t'as le général qui dit « Vous êtes l'équipe SG1, félicitations !» Et voilà, c'est tout. Et tout le reste, là, où ils repartent et ils sauvent les gens, mais pas vraiment, il y a Kowalski qui se fait pénétrer, enfin, les Zouz qui se font pénétrer aussi, c'est horrible, j'en ai marre. Et c'est, en fait, la deuxième moitié, c'est là que je perds le fil et que ça se voit dans mes notes, c'est de plus en plus catastrophique, je ne comprends rien, j'ai de plus en plus d'émojis. Et c'est dommage, parce que je me dis, en fait, tu vois, la première moitié de l'épisode, elle peut se tenir toute seule, comme ça, malgré tous les défauts qu'il y a dedans, mais grâce, justement, à toutes les qualités qu'elle peut contenir, cette première moitié. Donc, un problème de découpage, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Mais c'était un double épisode en fait. Justement, Tu crois? le Ah moment oui? où tu dis. Ah oui, complètement. Ah, D'ailleurs, il s'appelle épisode 1, épisode 2 dans le torrent que j'ai téléchargé illégalement. ah. Moi, il s'appelle juste Pilote. Je croyais que c'était juste un seul épisode, un seul tenant. Ok. Ça a dépendu ça n'est pas un vrai mot, mais ça dépendait des diffusions. Effectivement, ça a été à un moment donné, au tout début, un épisode et ensuite un deuxième, et ensuite ils ont D'accord. mixé les deux pour en faire Bon, ça se comprend mieux, mini-film. alors. Mais oui, ça se Et donc, ressent c'est qu'il y a- rare. Hein. Ouais, moi, je pense que c'est rare. Je pense que c'est... Du coup, Agathe, je sais pas si tu as... Et ben, moi, je trouve que c'est un bien meilleur épisode que les 2 premiers épisodes des séries Star Trek que j'ai vues qui datent de la même période. Donc, en fait, je ne peux que dire que ça démarre bien. C'était moins kitsch et
est moins étrange aussi. Les personnages sont mieux posés. Donc en fait, si je dois faire une comparaison avec Star Trek, je peux juste dire que c'était mieux. Après, moi, l'ambiance militaire, beaucoup plus militaire et beaucoup moins idéaliste, parce que pour le coup, là, ça se plonge vraiment, j'ai l'impression, dans une sorte de réalité, et ça part avec les théories du complot et tout. Enfin, on n'est pas dans un futur, on est dans un présent alternatif. Ouais. Et je suis pas sûr de vouloir kiffer ça, et je sais pas si je regarderai ça plus tard, le reste de la série. Et j'avoue que j'ai pas trop apprécié non plus la caractérisation des personnages principaux, entre O'Neill qui est vraiment relou parce qu'il est tout le temps en train de mettre les 4 pieds, les fers devant pour pas avancer. Et à chaque fois, c'est ses potes qui doivent le pousser en mode non, mais t'inquiète, faut qu'on fasse ça, c'est important, regarde, on a des bonnes idées. Et c'est une dynamique qu'ils vont conserver dans l'épisode final. Donc je pense que c'est un truc qu'ils gardent tout le temps. Samantha, qui est introduite comme une femme forte et qui ensuite n'a que 3 lignes de dialogue durant tout le reste de l'épisode. Et j'ai trouvé ça hyper dommage. Oui. Mais j'imagine qu'elle a un rôle plus important aussi, puisque dans l'épisode final, c'est un peu plus le cas. Le seul qui avait vraiment une intrigue dans cette histoire, c'est Daniel. On découvre qu'il a un passé, on explore ce passé, on explore son présent. Il a un objectif parce qu'on voit sa nana avec qui il a une petite relation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Ouais. Daniel est le personnage principal du film. Donc, c'est aussi ça qui aide à avoir une backstory et en tout cas un personnage plus construit. C'est par Daniel que D'accord. comment s'est fini vraiment complètement le film. On voit tous les événements à travers ses yeux à lui. Et O'Neill n'est pas du tout construit dans Stargate. Donc, tous les autres personnages, c'est vraiment de la faute des scénaristes de la série. Voilà. Très bien. Par contre, le problème de Daniel, c'est que c'est un énorme white savior. Le mec est blanc, avec des petites lunettes, machin, la coupe en l'air, et il est là pour sauver les Égyptiens, il est là pour sauver sa meuf, qui est aussi égyptienne, de l'espace. Mais c'est... Oui, d'ailleurs, à un moment donné, dire on apprend que comment ils se sont rencontrés et que sa meuf, on lui a offert. Et c'est un dialogue Ah, avec merde. Carter. Et Carter lui dit « Vous avez accepté ?» Et c'est là où ils se font capturer sur Chulak. Du coup, ça rompt la conversation. Mais il y a quand même... on adresse le fait que c'est pas ouf quand même. Enfin, je pense que pour l'époque, c'était plus en mode genre ouais, vous avez vu, il a accepté le cadeau qu'on lui a fait et tout. Mais à notre époque, de revoir le truc, t'es là genre c'est pas ouf, Daniel. Mais attends, on lui a que- offert la chaud. zouze. Oui, c'était le cadeau du chef du village de Abydos. Oh, mais quelle horreur. Je n'ai plus aucun scrupule à appeler ce personnage Oui, une c'est- femme objet, parce que ce n'est que ça, en fait, ce personnage, Oh là malheureusement. là. Mais on la revoit pas dans l'épisode final, donc peut-être Mm. qu'elle crève aussi l'épisode 2 ou la saison 1, je sais pas. Et puis, il y a Tilk, qui est le seul personnage noir de tout ça, parce qu'ils sont tous très, très blancs. Et qui, pareil, n'a pas beaucoup de lignes de dialogue. Son mot fétiche qu'on entendra à travers la série, c'est « indeed », en effet. Indeed. Oui, t'arrêtes pas de m'envoyer des gifs que des indies depuis plusieurs jours. C'est pas l'endroit où il y a des offres d'emploi et il faut postuler et tout. C'est ça, en fait. T'imagines, t'as Tilk qui est là, qui te regarde avec ses sourcils froncés, en mode genre, vas-y, choisis un emploi, choisis-le maintenant. C'est ça. Et du coup, il a le rôle des personnages noirs de toute l'époque, fin des années 90, début des années 2000, où il est en arrière-plan, il lâche des lignes d'exposition et il parle avec une voix très grave. Complètement. C'est exactement ça. C'est le même personnage que dans l'émission Impossible. Et dans Harry Potter aussi. Mais on arrête de parler d'Harry Potter. C'est pour critiquer, c'est bon. Et je terminerai quand même sur un truc, c'est qu'on dit souvent, c'est une maxime que j'ai beaucoup entendue. Je ne sais pas, je ne peux pas vous donner d'où ça vient, mais les gens qui veulent faire de la science-fiction pour raconter des choses qui se passent dans le présent, et ben parfois c'est un petit peu de la froussardise. Et en fait là vraiment ça se voit de ouf parce qu'en fait c'est vraiment juste l'Égypte de l'espace, c'est vraiment machin. Et en fait juste raconte un truc qui se passe sur Terre, c'est pas grave gars. En fait on a le droit de faire ça. Je suis un peu gêné par le manque de courage en fait. Pour le coup, moi, je te rejoins pas tout à fait là-dessus parce que je trouve que c'est l'une des seules séries science-fiction qui se passe principalement sur Terre. On va passer beaucoup d'épisodes au SGC, on va passer beaucoup de moments sur leur vie à l'intérieur et de comment ça impacte et un peu la question de se demander quel est leur droit en tant qu'armée d'aller dans des endroits pour résoudre entre guillemets des conflits, au final en créer davantage. Pas mal de questions qui vont se poser à travers la série sur toutes ces questions-là.
Mais néanmoins, je pense qu'il ne faut pas se fier à nos décisions comme ça, un peu philosophiques. On a un système de notation qui nous permet de savoir où se situent ces épisodes. Et donc, nous commençons, comme à chaque fois, par la notation Friends, Friends. Et on a un nouveau jingle pour cette... voilà, donc je vous laisse écouter le jingle Friends. Tellement hype. Merci beaucoup à Arnold de nous avoir fait ce petit jingle. Oui, c'est sur Spotify ou Merci Arnold. Du coup, on va noter tout ça sur 6. Je vous rappelle, c'est toujours à quel point on est fan de la série. Est-ce que c'est réac? Est-ce que c'est irrévérencieux? À quel point c'est ennuyé? Est-ce que la narration tient la route? Est-ce que c'est drôle? Et quel est le niveau de sexisme? Du coup, à quel point on est fan de la série après ce premier épisode? 2. Je mettrais 3. Je mettrais quand même la moyenne. Ok. Bon, comme... on n'est pas sur une série qu'on a envie de regarder sur la suite, mais je pense que je pourrais m'accrocher. Si jamais je regardais les 5 premiers épisodes et pas seulement le premier, je pense que je serais dans le truc et je pourrais regarder une saison entière. 3, Ok. c'est validé. Ok. À quel point c'est réac? Je mettrais quand même un petit 5 quand Ouais, même. Hein, moi, parce je pense qu'on aussi. on parle entre les White Saviors, c'est drivé par l'armée etc. et tout, quand même. Non, et puis ils se moquent des nerds en permanence en mode les geeks, machin. C'est très réac. Ouais, je mets un petit 5 aussi. Faut enlever un point pour le sexisme, quand même, l'introduction de Samantha qui. À quel point c'est irrévérencieux? 2, 1. Oh, moi je trouve que qu'il y a c'est irrévérencieux. En fait, moi je mettrais le sarcasme là-dedans, et je trouve qu'il y a beaucoup de sarcasme. Mais peut-être que je suis biaisé par rapport à la série. Il y a du sarcasme, ouais. Il y a beaucoup de blagues en fond où au final ils se prennent pas non plus si au sérieux que ça, surtout le personnage de Neil. L'impression. Je mettrais pas la moyenne en tout cas, quoi, sur les révérencieux. Enfin, je mettrais plus 2 que 3. Ok. À quel point on s'est ennuyé? Ah là là. Moi je mets 6, mais vous n'êtes pas d'accord, mais moi c'est 6. Ah ouais, la vache, quand même. C'était dur, Liliane, c'était super dur. Ah merde. T'as fait autre chose en même temps, en fait? Non. Justement, sinon elle se serait pas ennuyée. C'est ça. Ouais, mais moi, clairement, c'est le genre de truc que j'aurais pu faire 1 million de trucs en même temps, mais non. Non, je mets 6. Ah non, moi je mettrais pas 6. Moi je mettrais un 3. Parce que toute la scène d'exposition, elle est chouette. Les personnages sont introduits très rapidement et il n'y a pas le temps de s'ennuyer sur la première partie. Genre, on te raconte des trucs tout le temps. Alors, je suis un peu embêté du fait qu'il y ait beaucoup de dialogues champ contre champ qui se passent dans des pièces vides avec des décors bofs, parce que on est dans l'armée. Et je pense que ça coûtait pas grand-chose de rajouter un petit peu de déco, de mettre un petit flashback, je sais pas, tu vois, un truc comme ça. Mais malgré tout, sur la partie 2, toute la scène de la prison notamment, elle est un peu longue, on comprend pas, il y a des redites sur la scène du viol. On la voit 2 fois un peu cette scène, une fois ça marche pas, une fois ça marche, et en fait, tout ça est un peu long. Et le climax en particulier méritait peut-être d'être un chouille plus rapide ou d'avoir un peu plus de montagne russe émotionnelle. Ça allait un peu trop, c'était un peu trop monotone sur la fin. Un petit 4 du coup, pour vous mettre d'accord. Ok. Allez, cool. À quel point la narration tient la route? Je mettrais 3. Non, moi je mets 2. Je mettrais 2. Ouais, je mets ok. 2 aussi, ouais. Ok, allez. Tu te souviens qu'on était allé je sais pas où il y a 6 mois et qu'on avait rencontré machin et qu'il nous avait dit cela? Oui, mais en fait, Ra, ça peut pas être Ra. Parce que tu te rappelles, moi, c'est ça qui me marque vraiment. Ils essaient de nous dire que Ra, il est mort, mais non. Bon, à quel point c'était drôle? Ah non, pas drôle. Oh mon Dieu. Je suis désolé Morgane parce que je sais que tu nous as présenté cette série. Oui. C'était pas très drôle. C'est pas drôle. C'était pas très... Mais il y a tellement de moments drôles. En fait, c'est dur parce que c'est le pilote. Hein. Peut-être que les épisodes suivants sont mieux. Hein. Mais là, pour l'instant, je mets 1. Hein. Ouais, ok, pareil. Oh, fuck. Je vais être obligé de m'accorder à vous, hein, mais... Mais on t'aime quand même, Morgane. Oui, moi aussi. Bon, et au niveau du sexisme, on a combien de points?
Bah, la tchouch était floutée. Chez toi. Donc, Elle était pas floutée chez moi. Moi non plus. Je l'ai jamais vu flouter de ma vie. bah, Le fait que quand on parle de femmes dans cet épisode, on pense à une tchouch pas floutée. Honnêtement, c'est très pas bon. Oui, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Non, mais surtout que son personnage n'est pas du tout écrit. Carter, elle sert de token, mais en mode regardez, on n'est pas si sexiste que ça. Mais Ouais, la c'est plupart ça. des réactions, elles sont quand même très sexistes. Et comme tu le dis, elle a plus beaucoup de paroles derrière, en tout cas de lignes de dialogue. Daniel et Jack ont quand même des comportements ou en tout cas des façons de parler des femmes qui sont très problématiques. On est clairement dans les années 90. On a un viol qui est montré. Alors, c'est pas un viol, mais symboliquement, c'en est un. Elle n'est pas consentante à ce que ce truc lui rentre dedans. Donc, on est clairement sur la définition d'un viol. Et c'est montré de manière... Alors, Ouais. pour une fois, c'est pas comme Game of Thrones ou d'autres séries, c'est pas romantisé. C'est montré comme quelque chose d'horrible et c'est de la shock value, mais c'est quand même montré enfin très crûment quoi. C'est une femme objet. Donc 5. Et cet épisode ne passe pas le test de truc là. Oui. C'est quoi ça? Deux personnages féminins parlent entre elles d'autre chose que d'un mec. Ah, C'est ça. ok. Clairement pas, il y a qu'une seule zouze. Pour l'effort, effectivement, d'avoir Carter qui se présente et qui met bien les pieds dans le plat pour dire le problème ici, c'est le sexisme, effectivement, j'aurais tendance à enlever un point et du coup d'être à 5 sur 6. Allez, 5,5. Ok. Allez, 5,5, je te suis. 5,45. Ce qui nous fait un total de... Putain, je ne sais toujours pas compter. 8, 10, 14, 23,5. Et demi. C'est pas mal. Voilà, excellent. C'est pas mal. C'est la plus haute note qu'on ait donnée. Je me rends toujours pas compte. Je rappelle, sachant que plus la note est haute et moins l'épisode est à recommander. Donc, on ne recommande pas le pilote a priori. Alors, si ça peut vous rassurer, j'ai beaucoup préféré l'épisode final. Il y a quand même eu 8 saisons de différence. Ouais. Les scénaristes, c'est visiblement pas les mêmes. Ils ont fait un gros travail. Moi, je vous conseille d'écouter l'épisode suivant. Il va être super parce qu'on va parler de trucs vous vous y attendez pas. Honnêtement, je peux vous dire une seule chose pour vous teaser un peu. Avengers Endgame. Oui. Mais d'ailleurs, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de notre épisode, quelles étaient à la fin de cet épisode vos prédictions un peu? Qu'est-ce que vous avez dit? Waouh, c'est ça qui va se passer. Milan n'a aucune idée. Non, en fait, là, je suis en train de scroller. Son cerveau est actuellement vide. Je suis en train de scroller. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui peut mal se passer? Alors, je me dis, Kowalski, il va devenir le nouveau capitaine. Et pendant 3 saisons, en fait, on va savoir que c'est un drone piloté par les méchants. Ouais. Mais en fait, je me suis dit, pendant 3 mois, en fait, pendant 3 saisons, on va devoir scoltiner ce capitaine nul comme ça. Heureusement, il meurt à l'épisode 2, visiblement. Et je me suis dit, sur la fin de la série, peut-être O'Neill, c'est un truc qui se voit souvent dans les histoires où le personnage principal est un vieux roublard comme ça. Peut-être qu'il va se faire renvoyer de l'armée. Il va redevenir un peu comme au début de la série, genre en mode solo. Et puis, Daniel le White Savior, il va quitter la Navy aussi. Et il va être un fugitif pour avoir tué l'ancien capitaine. Ah, j'adore! Wow. Je crois que t'es pas assez drama parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait avec ce truc, c'est t'as O'Neill qui est obligé de tuer son meilleur ami parce qu'il sait qu'il a été qu'il a un serpent dans la tête et donc vraiment genre t'as cette espèce de questionnement et vraiment genre on est au bout du truc du drama militaire de je dois te tuer mais c'est pour ton bien. Et Samantha, à mon avis, elle va être un peu moins sur les événements, elle va plutôt être du côté du portail à l'intérieur de la base, et ça va être un peu the girl in the chair, à mon avis, et elle va faire tourner la baraque en vérité, quoi. Mais je suis très admiratif parce que toi, tu as réussi à vraiment beaucoup te projeter dans cette série. Moi, alors je me suis dit, ok, j'essaie de prédire là ce qui va se passer. Je suis juste en mode, ils vont visiter plein de planètes. Partout, ce sera logique de l'espace. Et partout, en fait, il y aura des problèmes. Ils vont surtout causer des problèmes. Ils vont surtout causer la mort de plein de gens. Et à la fin, ils seront tous générales. Parce qu'en fait, il y a Morgane qui nous a dit à votre avis, dis donc, Agathe, Niléane, pensez que...
La meuf qui est capitaine et l'autre qui est colonel, et puis voilà, vous pensez que ça sera quoi leur rang à la fin? Donc bon, elle me pose des questions super intéressantes comme dame. Et du coup, moi, je me suis dit, ils vont tous être général, voilà. C'est Sam, il va horrible. être que ça général, clash. Jack, il va être général, tout le monde va être général. Mais je me suis dit, Teal'c aussi va être général, et ça sera incroyable, parce que ce sera, c'est une race alien qui soudain est générale sur Terre, c'est n'importe quoi, voilà. Et bon, je me suis pas projeté plus que ça. C'est incroyable. Oui. Mais écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour voir si tout le monde est devenu général. Oui. Ah, mais c'est sûr. Même Ra. Ce sera le général. Bref. Oh, bravo Morgane. C'était la meilleure blague de l'épisode sur le fil juste à la fin. Je peux être fier. Toujours. Allez, à la semaine prochaine tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Bisous. Vous venez d'écouter le 5e épisode de On a tout vu, une coproduction Drama Queers et What a Coinkyding Production, présentée par Agathe Mametz, Liliane Dorfer et Morgane Jekyll. La photo du podcast a été prise par Pauline Martinez et le générique et autres compositions sonores sont d'Arnold Savary qu'on remercie vivement. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez le faire sur Patreon à patreon.com/onatoutvu à partir de 2 € par mois. Et si vous êtes autant dans la dèche que nous, n'hésitez pas à partager, commenter, flotter en vous abonnant au podcast partout où cela est possible. On revient très très vite pour le dernier épisode avant la pause de cette première saison, qui sera du coup le final de Stargate SG1. Si vous avez suivi, enfin ça a un peu de sens, vous voyez, parce qu'en fait on vient de faire le et en fait après c'est le bon, enfin si vous écoutez on a tout vu, mais en fait le principe est assez simple. On regarde que le premier et le dernier épisode de chaque série, donc forcément, bon bref, écoutez l'épisode 6 qui arrive la semaine prochaine.